Bienvenue dans le podcast des ambitieux, le podcast qui t'aide à réussir dans un monde qui change grâce à l'entrepreneuriat, au développement personnel et aux opportunités du web. Dans cette émission, comme tu le sais, on parle d'entreprendre, on parle de start-up, on parle aussi de coaching, de lifestyle et des opportunités du nouveau monde pour accélérer tes résultats et te lancer dans la vie qui t'active. Alors c'est parti. Salut, c'est Hubs, j'espère que tu vas bien et que tes projets avancent. Je suis un peu en retard dans mes podcasts, donc le premier podcast de la série sortira lundi prochain. La raison, c'est que je suis en train de lancer une nouvelle société, je suis en train de lancer une nouvelle boîte avec mes associés et principalement avec ma chérie. Donc j'ai pris un peu de retard dans mon contenu parce que j'ai pas mal de choses à faire au niveau administratif et puis notamment pour lancer la com. Et puis j'ai fait un premier podcast où je te donnais 7 clés, 7 étapes pour créer ton entreprise, pour devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur en 2018. Alors je sais pas si tu l'as écouté, si tu veux lancer ta boîte, je t'invite à aller le voir. C'est le tout premier podcast de la série. J'ai eu de très bons retours dessus. On m'a dit que ça avait apporté pas mal de valeur pour quelque chose qui était fait à l'improvisation comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose pour parler d'un autre sujet. Avant de commencer cette série, le podcast des ambitieux, je voulais parler un peu de développement personnel. Alors du développement personnel, t'en entends peut-être déjà parler depuis longtemps. Peut-être que toi-même tu lis des livres, que tu vas à des séminaires, que tu vas à des conférences. C'est très bien. Si tu t'es jamais intéressé à ce sujet, moi je t'invite vraiment à aller regarder ce qui se fait. Tu peux commencer gratuitement avec de la vidéo ou t'acheter des livres. En tout cas, c'est très important de se développer personnellement. Et si tu es entrepreneur, c'est encore plus important puisque tu auras beau avoir une croissance à 2 chiffres sur ta boîte. Il y a un moment, entreprendre, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des relations. C'est important de développer sa confiance en soi, son leadership, sa capacité à bien communiquer, à bien savoir présenter son projet. Et donc, il faut être capable de grandir personnellement aussi vite que sa boîte. Et puis peut-être que tu es complètement contre le développement personnel. Peut-être que tu entends parler dans ton entourage ou plus récemment à la télé du développement personnel comme un monde de gourous ou une secte où on essaye de mettre les gens, une secte du bonheur. Alors moi, c'est ce que je dis souvent. Tant qu'à être dans une secte, au lieu de suivre la politique, certains dogmes, certaines religions ou autres, moi je préfère encore être dans une secte où finalement on encourage les gens à être heureux. Mais en tout cas, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut être un monde qui peut faire un peu peur pour moi parce qu'il est un petit peu abusif sur plein de raisons. Je vais en parler dans ce podcast. Donc moi, je voulais te faire ce podcast déjà pour te donner moi ce que j'ai appris du développement personnel. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis coach certifié, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans que je fais du développement personnel. Je suis rentré dans ce monde, comme beaucoup de gens en fait, pour gagner plus d'argent, pour mieux draguer et pour la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui commencent comme ça, puis qui après s'intéressent à d'autres sujets de développement personnel, clarifier sa vision, mieux communiquer, gérer ses émotions et autres. Et puis, il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui aujourd'hui réussissent très très bien dans la création de contenu et autres, qui ont démarré sur ces niches-là, sur l'argent, sur les finances personnelles, sur la séduction, sur les techniques de drague, pour ensuite faire quelque chose de plus généraliste dans le développement personnel ou sur une autre niche. Mais en tout cas, moi, c'est par cette voie-là que j'y suis rentré. Donc, je voulais déjà, avant de te partager, moi, ce que j'en ai appris, les clés, les grands principes que moi j'en ai retiré parce que le développement personnel ça a changé ma vie, mais ça m'a aussi apporté des choses négatives, c'est toujours un équilibre dans la vie. Donc je voulais un peu te partager moi mon parcours, ce que j'en ai retiré, ce que j'ai perdu aussi avec le développement personnel, notamment en termes de relations et d'amitié. Je vais t'expliquer aussi quels sont pour moi les principaux principes, les grandes clés qui reviennent tout le temps, mais surtout les préceptes, puisque pour moi le développement personnel c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est l'un des problèmes du développement personnel, c'est qu'on va te faire 200 pages sur un bouquin pour t'apprendre à fixer un objectif. C'est pas très terre à terre, c'est pas très opérationnel. Des fois, c'est beaucoup de théorie pour pas grand chose à la fin. Et à contrario, des fois, t'as un peu l'impression qu'on te donne des grands principes de vie tout simples et qu'on t'en fait des formations. Par exemple, il faut épargner de l'argent pour avoir un jour du capital. Il faut penser positivement. Oui, c'est très bien de dire qu'il faut penser positivement, mais déjà pourquoi? Comment ça se passe? Et puis finalement, ça m'apporte pas grand chose dans ma vie que je ne savais pas déjà. Donc on a un peu ces deux choses qui reviennent dans le développement personnel. Soit c'est vraiment pas terre à terre, c'est pas opérationnel, c'est plus de la culture générale. Moi, je lis beaucoup de bouquins sur des sujets de développement personnel où je cherche pas forcément des stratégies à mettre en place là tout de suite. C'est pour la culture, c'est pour mieux me connaître, c'est pour mieux me comprendre, mieux comprendre les autres aussi. Et puis, on voit aussi des personnes qui transmettent des choses qui pour moi sont un peu des pilules magiques, puisque c'est ce que cherchent un peu les gens. On voit beaucoup de pilules magiques dans le développement personnel. Donc au lieu de te dire que de changer c'est dur, parce que changer c'est très dur, l'être humain il aime pas changer, sinon il y aurait pas d'accompagnant au changement, il y aurait pas de coach, c'était si facile que ça de changer. On va te vendre des pilules magiques, des solutions toutes prêtes, des techniques miracles, et c'est pareil dans le business, pareil dans tout, on va te vendre les stratégies miracles
pour réussir sans faire d'efforts et autres. Je tiens d'ores et déjà à te dire que le changement, c'est compliqué. On ne change pas du jour au lendemain. On dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, mais il faut 1 an et demi pour changer de peau, entre parenthèses, entre guillemets, pour changer d'ADN. Il faut 1 an et demi. C'est pour ça que ceux qui te promettent un changement immédiat et durable en 3 séances, en 3 vidéos et autres, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. L'être humain a besoin de temps pour s'adapter, pour changer. Et puis, quand je parle de développement personnel, je vais parler aussi de tous les sujets qui touchent à la spiritualité. Alors, tu mets un peu ce que tu veux, les valeurs que tu veux derrière ce mot-là. Moi, je suis très intéressé par ce sujet, mais à ma manière. J'essaie de me créer ma propre façon de voir le monde, de voir les choses. Mais après, on voit aussi, il faut le dire, et tant mieux pour ces gens-là, si c'est comme dans tous les secteurs, on voit aussi tout et n'importe quoi avec des gens qui vont analyser que par rapport à ton visage, tu vas pouvoir faire ça dans ta vie, ça dans ta vie. Enfin, il y a plein de choses. Et si tu t'es renseigné un peu sur ce sujet, tu vois très bien de quoi je parle. En tout cas, moi, mon premier message que je voulais dire, c'est n'attends pas de trouver une pierre philosophale, une pilule magique ou quelque chose qui, du jour au lendemain, comme une baguette magique, va changer ta vie. Non, changer de vie, ça demande des efforts, ça demande de faire des choses, ça demande du commitment, ça demande de la résilience et autres. Mais il faut pas oublier non plus que le succès, c'est pas forcément une gare d'arrivée, c'est surtout la route qui est intéressante, c'est surtout le voyage. Donc c'est pour ça que moi je t'invite vraiment à te mettre dans cette dynamique où le but c'est de progresser tous les jours et de kiffer ta vie quoi. C'est pour moi à ça que doit servir le développement personnel, améliorer ta vie, améliorer tes relations et pas t'enfermer dans des livres, dans des concepts, dans des philosophies fermées ou autres. Vraiment de t'ouvrir l'esprit, de regarder un peu ce qui existe et de prendre ce qui est bon et ok pour toi et de l'appliquer dans ta vie. Surtout de l'appliquer parce que moi je vois des gens qui depuis 10 ans lisent du développement personnel, font des conférences, font plein de choses mais ils passent pas à l'action, ils mettent pas de choses en place dans leur vie, ils mettent pas de changement en place dans leur vie, ils incarnent pas ce qu'ils lisent et du coup ils ont pas de résultats. J'ai même vu des personnes qui au bout de 10 ans à faire du développement personnel, quand je leur posais la question est-ce que tu as plus confiance en toi maintenant ou avant, ils me disaient j'avais plus confiance en moi avant parce que je le savais pas, je me prenais pas autant la tête et aujourd'hui j'analyse tout ce que je fais, tous mes comportements, je suis tout le temps en train de me prendre la tête et en fait ça m'apporte rien. Donc voilà un petit peu pour moi les grands pièges et dangers du développement personnel, mais personnellement moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté déjà une réelle ouverture d'esprit. Moi pour te parler un peu de mon parcours, jusqu'à mes 18-19 ans, j'avais une très bonne scolarité, puis je me suis mis comme d'autres jeunes à fumer des joints, à faire le con, à faire pas mal de sorties, de choses qui m'éloignaient finalement de mes ambitions personnelles, jusqu'à arriver dans une phase avant mon bac de non-sens où je fumais du cannabis toute la journée, je faisais rien du tout, j'avais pas confiance en moi. J'étais pas capable d'aller draguer une nana parce que j'étais tout le temps défoncé. Et du coup, ma vie, elle me donnait envie de vomir. Excuse-moi l'expression, mais j'aimais pas ma vie, quoi. Ça me saoulait. Et d'ailleurs, j'attirais les résultats que je voulais avoir. J'attirais des emmerdes, des galères, des soucis d'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je change. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, comme je te l'ai dit au début, pour être capable de mieux aborder et les gens et les femmes. Et aussi pour mettre mes finances du bon côté, pour commencer à faire des choses et puis pour retrouver une direction parce que j'ai eu mon bac de justesse pour la petite histoire. J'ai perdu ma maman une semaine avant mon bac, donc ça a été une période assez difficile où je me suis retrouvé avec une maison à charge, un petit frère et autres. Mais en tout cas, j'ai eu des gros challenges à dépasser dans une période où j'étais dans le non-sens. Et en fait, cette grande période de vie très difficile a été pour moi un déclic puissant pour changer de vie en fait. Et j'ai commencé à me former, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, des audios. J'ai commencé aussi à m'intéresser au coaching. J'ai commencé à aller suivre des premières formations, des petites conférences pas très chères pour m'intéresser à ce sujet-là. J'ai eu la chance, quand j'ai décidé après, grâce au développement personnel, notamment de reprendre l'école, je me suis battu pour reprendre une école de commerce. J'ai eu la chance de rencontrer un intervenant qui s'appelle Lionel Calderini, qui a été mon premier mentor en fait, qui était coach professionnel pour les sportifs de haut niveau et qui avait un programme très haut de gamme sur 3 jours. Et au cours de ces 3 journées, il m'a aidé à complètement redéfinir qui j'étais, ma vision, mon orientation professionnelle. Et après, j'ai décollé. Et ensuite, il m'a pris en stage et il m'a intégré dans tout son réseau et il m'a fait suivre toutes les formations en PNL. Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Je t'invite à t'y intéresser. Donc moi, je me suis formé avec Paul Pironnet. Donc Paul Pironnet, c'est l'un des leaders en France de la PNL. Donc la PNL, c'est une science de la communication et du changement. C'est 2 personnes en fait, John Grinder et Richard Bandler, dans les années 70 à Palo Alto, qui sont allés étudier les grands thérapeutes, les grands sportifs, les personnes qui avaient les résultats qu'elles voulaient avoir dans leur vie. Et ils ont modélisé leur succès pour créer en fait des protocoles, des méthodes pour apprendre
à bien gérer son cerveau, parce qu'on a un super outil, le cerveau, mais qui est livré sans mode d'emploi, comme dit toujours mon formateur. Et ils sont allés modéliser le succès de ces personnes pour être capables de transmettre des outils au départ pour les thérapeutes, pour qu'ils soient capables de mieux accompagner leurs patients dans leur changement, dans leur thérapie et autres. Et puis ils ont ouvert ça après à la communication, et il y a beaucoup de personnes dans le business, dans la vente et autres qui sont intéressées à la PNL. Et donc je me suis retrouvé en PNL, j'avais 22 ans, donc j'étais l'un des plus jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans le développement personnel, notamment grâce à des jeunes qui réussissent comme David Laroche par exemple. Donc moi, David Laroche, j'ai eu la chance de travailler avec lui au départ de son succès, juste avant qu'il parte aux États-Unis faire ses interviews, donc je l'ai vu décoller. Et c'est vrai qu'au début, il était beaucoup critiqué parce que c'était l'un des seuls jeunes, et je trouve ça super qu'aujourd'hui, il ait donné l'envie, qu'il ait montré un peu la voie à plein d'autres jeunes. Mais donc, moi, à l'époque, j'avais 22 ans, j'étais l'un des seuls jeunes, et l'une des premières choses que ça m'a apporté, c'est déjà d'arriver dans une pièce, j'étais à l'école à cette époque-là, d'arriver dans une pièce avec d'autres adultes, des gens plus âgés, des gens de tous les milieux. Ça m'a donné une ouverture d'esprit énorme. J'ai vu plein d'autres styles de vie que je connaissais pas du tout. Moi, je suis fils du maçon, je viens de la campagne. Quand j'ai vu mes formateurs de 50 ans qui étaient tous divorcés, qui avaient une bande de potes, mais qui partaient encore faire de l'escalade, du jet ski, des trucs, je me suis dit waouh, mais ces gens qui vraiment leur vie, moi dans ma campagne, on m'a toujours dit que la vie c'était dur. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment donné une autre vision du monde. J'ai fait des super rencontres. Vraiment, j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, et je les ai jamais quittés depuis parce que les valeurs qu'on avait matchaient très bien. Ça m'a apporté aussi de la confiance en moi, ça m'a aidé, le fait d'être valorisé par des gens plus âgés, le fait de travailler sur moi et autres, ça m'a apporté beaucoup de confiance, ça m'a donné un autre regard sur moi-même. J'ai appris à me pardonner mes erreurs, j'ai appris à transformer mon passé en sagesse, et puis ça m'a appris à développer mon leadership puisque j'ai commencé à me former au métier de formateur, et je me retrouvais à 22 ans à former des gens. Et quand je suis retourné dans mon école de commerce à la rentrée, parce que ma première formation en PNL c'était pendant l'été, j'ai commencé à transmettre tout ça, et je me suis passionné par ce métier en cumulant donc 2 formations, un parcours complet en coaching, en développement personnel, puisqu'après j'ai rejoint mon formateur dans son école de coaching, donc Lionel, à Lyon, parallèlement à la PNL, puisque la PNL est un outil de changement, le coaching est un métier, donc les coachs peuvent utiliser des outils et des méthodologies de la PNL, mais pas forcément, c'est 2 choses différentes. Moi, je parle vraiment du coaching en tant que métier, et j'ai commencé à accompagner des jeunes, des entrepreneurs avant de créer ma boîte, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres audios, c'est pas le sujet, mais voilà un petit peu ce que m'a apporté le développement personnel, et moi, ça a vraiment changé ma vie. Alors, le point le plus négatif que je voulais évoquer avec toi ici aujourd'hui, c'est aussi de pas s'enfermer dans le développement personnel avec tes amis. Parce que quand on commence à avoir de l'ambition, à clarifier ses valeurs, à apprendre, et on verra après que l'environnement c'est quelque chose de très important et autres, on est vite tenté de vouloir convaincre tout le monde qu'il faut changer, de vite essayer d'inviter ses amis, un peu comme dans le marketing de réseau, dans ses conférences en PNL. On se met à se séparer aussi des personnes avec qui on s'entendait super bien, parce qu'on juge qu'elles sont plus assez bien pour notre développement et notre évolution. Et donc il y a un moment on peut, et je le vois très souvent, se retrouver seul, tout du moins se retrouver qu'avec des gens qui font du développement personnel, et de le transformer en passion. Alors c'est très bien, mais c'est ce que je te disais au début, pour moi le but c'est pas de s'enfermer dans des théories, dans du contenu et autres, c'est de l'appliquer pour mieux vivre. Donc c'est vraiment de prendre toutes ces stratégies, toutes ces méthodes, toutes ces techniques pour améliorer sa vie, et sûrement pas passer sa vie à apprendre des méthodes, à les recopier et à rien en faire. Donc sans plus attendre, je vais commencer par la première clé que j'ai appris moi dans le développement personnel, c'est qu'il fallait avoir une vision inspirante, quelque chose qui te motive, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, un grand projet, un grand rêve, quelque chose qui te dépasse même complètement, pour avoir envie de te challenger, pour avoir envie d'y aller, et quelque chose qui fait que t'es tout émoustillé quand t'en parles, que tu sais toutes ces amis qui sont vraiment passionnés par quelque chose, qui ont un projet, et que t'es pas du tout intéressé par leur passion, mais ils en parlent tellement avec une vigueur et du dynamisme que quand ils en parlent, t'es émerveillé par ce qu'ils disent, et t'as même envie de t'intéresser à leur passion. Avoir une vision, ça va te donner une direction. Si tu te lèves le matin, que tu sais pas là où tu vas, c'est comme en fait, si t'as pas d'objectif, c'est comme si je te bande les yeux, on joue aux fléchettes ensemble, je te dis allez, prends la fléchette, vise le centre, mais tu peux pas viser le centre, je te bande les yeux. Au bout d'un moment, c'est comme un bateau sans gouvernail, tu vas te laisser porter par les vagues et tu vas te fracasser sur les rochers. Donc la première clé, c'est de prendre ta longue vue, de fixer un cap, de fixer une direction, et ensuite d'allumer les moteurs et d'aller dans cette direction. Et le but d'un objectif, et c'est David Laroche qui dit ça, et j'aime beaucoup cette phrase, le but d'un objectif, c'est pas forcément d'être atteint, c'est de donner une direction. Parce qu'aujourd'hui, tu es au point A, tu veux peut-être aller au point B,
comme tout le monde. Et tu peux passer des années dans ton canapé à chercher le meilleur plan possible pour aller au plan B. Mais il y a qu'en démarrant sur ta vision, qu'en allant sur le point B, tu vas peut-être apercevoir que ce que tu veux, c'est plutôt C ou plutôt D. Donc l'important, c'est d'avoir une direction et de penser très clairement à ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Fais l'exercice à l'inverse si tu veux. Je t'invite vraiment à te poser comme si c'était à un bilan de ton enterrement et tu te regardes de l'extérieur et tu regardes un peu qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ton parcours et regarde un peu le message que tu as envie de laisser, regarde un peu les choses que tu as envie d'accomplir, les choses que tu n'as surtout pas envie de faire, les regrets que tu veux pas avoir et en se mettant comme ça, finalement, à la fin du voyage, ça va t'aider à voir qu'est-ce que tu veux faire de cette vie. Ensuite, c'est important d'avoir des objectifs à plus court terme. Pourquoi ? Parce que si tu as une vision à hyper long terme, si par exemple tu veux créer une boîte qui fait plusieurs millions et qu'aujourd'hui tu es au SMIC et que tu n'as toujours pas créé ta micro-entreprise, je t'invite à aller écouter mon podcast si c'est pas le cas, tu vas te lever le matin et tu vas pas savoir par quoi démarrer. Tu vas regarder vers cette vision-là, tu vas te dire c'est quoi ce projet énorme que je me suis fixé et tu sauras pas par quel bout commencer, ça va pas te paraître possible et même émotionnellement à l'intérieur tu vas pas te sentir bien parce que tu te sentiras pas prêt à le faire. Et il y a plein de personnes aujourd'hui d'ailleurs, si je leur donnais 1 million, ils sont pas prêts émotionnellement à le vivre, ils vont se saboter, ils vont gâcher l'argent. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on accompagne les gens qui gagnent le loto parce qu'on s'aperçoit qu'ils reperdent tout de suite l'argent qu'ils ont gagné et ils se retrouvent même plus endettés que ce qu'ils avaient au départ. Donc première étape, clarifie ta vision, tes objectifs. Pour ça, je t'invite à prendre un papier, un stylo et à écrire très clairement je choisis d'être, d'avoir, de faire et tu vas voir, au bout de quelques lignes, ça va sortir tout seul. Là, je donne une petite clé aussi, que c'est pas la peine d'en faire un livre. Utilise un stylo bleu. Pourquoi ? Parce que le bleu, on dit que c'est la couleur de la création, tout simplement parce que c'est l'énergie qui vibre le plus haut en termes de couleur et autres. Donc, c'est des petits détails, mais c'est des petites choses. Tu es libre de t'en servir ou pas. Mais c'est ces petits détails-là qui, cumulés, peuvent faire une différence dans ta vie. Donc, je t'invite à prendre un stylo bleu et à écrire qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux devenir, quelle est ta vision du couple, c'est quoi le couple idéal pour toi, c'est quoi des vrais amis, c'est quoi pour toi. Et de ces objectifs-là, tu vas aussi remarquer qu'il y a des choses, quand tu les relis, qui vibrent à l'intérieur de toi, c'est parce que ça touche à tes valeurs. Tes valeurs, c'est des affirmations personnelles, c'est des croyances que tu as sur ton identité, sur la vision que tu as du bien, du mal et autres, mais c'est des choses qui sont importantes pour toi et qui procurent de la satisfaction, du plaisir. Et à l'inverse, tes valeurs, quand elles sont pas satisfaites, ça te procure une frustration et très souvent, t'es énervé, tu sais pas pourquoi, c'est parce qu'il y a une de tes valeurs, il y a quelqu'un qui t'énerve dans une conversation, c'est parce qu'il y a une de tes valeurs, c'est par exemple t'es fan, toi, t'es important pour toi, c'est d'être libre et que t'es avec quelqu'un qui est salarié, qui fait que suivre les règles tout le temps et qui cherche un peu à toujours écouter les directions qu'on lui donne, qui prend pas de leadership et autres, ça peut t'énerver de voir cette personne qui n'a pas la même vision que toi de la liberté. Donc c'est important, pendant que tu clarifies tes objectifs, d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, tes valeurs, qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça, que tu as ce message-là avec les gens, pourquoi tu es prêt à te battre dans la vie. Est-ce que c'est pour la liberté? Est-ce que c'est pour l'amour? Est-ce que c'est pour l'ambition? À toi de déterminer tout ça et plus tu vas travailler là-dessus et plus ça va t'aider toi derrière à prendre tes décisions et à te fixer un plan d'action cohérent avec ta vision et avec tes valeurs. Donc prends vraiment le temps de faire ça, c'est le plus important. Si t'as pas de vision, tu peux même pas commencer à bosser, tu peux même pas commencer à mettre des choses en place dans ta vie puisque tu n'as aucune direction. Donc commence déjà par définir une direction. Et si au départ elle est pas très claire, c'est très difficile. Si tu as 20 ans aujourd'hui de te dire à 40 ans je ferai comme ça, ce serait une connerie. Il faut laisser aussi le hasard venir dans la vie, mais c'est quand même important de te dire je veux être homme d'affaires, je veux être entrepreneur, je veux voyager, je veux travailler à l'international, je veux apprendre plusieurs langues, moi je veux rencontrer des gens, ou à l'inverse, moi je veux plutôt être assez casanier, avoir une vie simple et tout. Détermine clairement quel style de vie t'aimerais avoir et ensuite essaye d'aller dans la précision. Mais te fais pas de soucis si dès le départ t'as pas une vision hyper précise et claire. L'important c'est d'avoir une direction. Autre exercice que tu peux faire une fois que tu as ça, qui peut t'inspirer après au quotidien, c'est de faire ce qu'on appelle une vision board ou un tableau de vision. Donc ça, tu peux simplement prendre des magazines, tout simplement rechercher sur internet des images, des citations, des choses qui t'inspirent, les choses que tu veux avoir, la voiture que tu veux avoir, le mec que tu as envie de séduire plus tard, l'idéal masculin que tu as, une île que tu as envie de visiter, j'en sais rien, à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, mais tu peux aller découper des images et te faire un tableau de vision. Et ça va te servir tous les jours quand tu te lèves le matin, tu vas dans ta salle de bain par exemple et tu vas voir ta vision board et ça va te
refocaliser ton esprit sur ce qui est vraiment important pour toi et sur ce que tu veux atteindre. Après, tu as plein de façons de la faire. Il y a des personnes qui font des vidéos, il y a des personnes qui le font avec une musique et derrière ils mettent des citations. Enfin, il y a plein de façons de se remettre devant les yeux tous les jours ses objectifs et sa vision. Voilà pour la vision. Autre chose, avoir une vision inspirante. Si tu es entrepreneur, tu le sais. Pour une start-up, au départ, tu n'as que ça. Tu n'as que ta vision pour convaincre les gens, pour qu'on s'intéresse à toi. Donc c'est encore plus important que à titre personnel, de clarifier là où tu veux aller, quelle est la mission de ta boîte, pour qui tu fais ça, quel problème tu veux résoudre. Et plus cette vision va être ambitieuse, disruptive et autres, et plus ça va intéresser les gens. Et tu verras que à partir du moment où tu as une vision pour toi, pour le monde, pour les autres, pour ta famille et autres, tout de suite tu deviens porteur d'un message. Et c'est ce message qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir collaborer avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir travailler avec toi, qui vont vouloir s'inspirer de toi, qui vont peut-être partager des ambitions communes avec toi. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de message, et je suis sûr que tu en vois tous les jours des gens comme ça, des gens qui suivent bêtement la télé et autres, et après il faut tout pour faire un monde, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui n'a pas de message, qui aura une vie pas loin de la médiocrité, parce qu'il n'aura rien à transmettre aux autres. Et à partir du moment où tu vas commencer à travailler sur toi, à clarifier ta vision, à lire des bouquins et autres, ton message, naturellement, tu vas l'avoir. Naturellement, tu vas avoir des convictions, des valeurs et des choses que tu vas vouloir partager aux autres et tu vas devenir visible. Par rapport aux gens qui prennent jamais de décision, jamais de risque, de montrer eux comment ils pensent et qui essaient de suivre la masse, toi, tu vas arriver porteur d'un message qui plaise ou pas aux gens, tu vas devenir remarquable. Et tout ça, ça va partir de ta vision. Donc, je le répète encore une fois, c'est super important. Clarifie ta vision et tes objectifs. Au niveau de tes objectifs, c'est super d'avoir une grande vision à long terme, mais il faut pas oublier que ton prochain objectif, c'est toujours la prochaine étape logique. Moi, quand j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie, parce qu'avant, j'avais plein de projets, de grands trucs et autres, mais je commençais jamais. Quand j'ai compris qu'il fallait y aller par petits pas et qu'en fait, mon prochain objectif, c'était la prochaine étape logique et qu'une étape logique suivie d'une autre étape logique et une étape logique encore après, j'arrivais à atteindre mon objectif, à réaliser mes projets et autres, j'ai pris l'habitude de me concentrer sur la toute première action. Donc moi, je t'invite à faire ça. Tu peux te fixer une vision sur 5, 10, 15, 20 ans et ensuite la ramener sur un an en te disant voilà, on est le 1er janvier, bonne résolution. À la fin de l'année, je veux en être là, émotionnellement, financièrement. Je veux avoir fait telle chose, tel voyage, accompli tel truc. Tu vas donc avoir cette direction-là, comme on l'a dit au début. Et de ça, tu vas te fixer des objectifs. Moi, je te conseille de le faire sur 90 jours, sur 3 mois. Parce que sur 3 mois, c'est exécutable. Tu as le temps de remettre ton plan en question. Mais c'est un délai trop court pour laisser traîner les choses. Donc pour moi, 2 ou 3 mois, de fixer des objectifs à 60-90 jours, c'est un bon point de départ. Ensuite, fort de tout ça, il va falloir que chaque semaine, tu aies des objectifs à la semaine. Après, on en parlera après de l'organisation, à quel point c'est important de bien s'organiser pour réussir. Mais avoir un agenda à la semaine, donc l'apprendre depuis que tu es à l'école, c'est pas pour rien non plus. Ça t'aide à avoir une vision globale sur les prochains jours. Et enfin, tu peux te faire une petite to-do list, une liste d'actions à faire le lendemain. Donc tous les soirs, par exemple, tu peux te poser, faire le bilan de ce que tu as fait, ce que tu as appris de ta journée et autres, travailler un peu sur ton projet et ensuite te faire ta to-do list du lendemain. La petite erreur qu'il faut pas faire, c'est de se faire des to-do list de 50 choses à faire parce qu'au final, on les fait jamais. C'est comme pour la vision, tu te lèves le matin, tu sais pas par quoi démarrer et c'est beaucoup plus simple de se dire demain, je veux faire ces 5 petites actions et tu verras qu'en plus, à chaque fois que tu fais une action, tu es fier de toi donc tu as envie d'en faire plus et si tu arrives à faire tes 5 actions le matin, par exemple, tu n'auras qu'une envie, c'est d'en faire d'autres l'après-midi. Donc moi, je te conseille vraiment donc une vision à très long terme, un projet sur un an, des objectifs à 60 ou 90 jours, des plans d'action sur la semaine, c'est exécutable, encore plus si tu es une start-up, parce que ça change tout le temps et tu fonctionnes par itération. Donc à la semaine, pour moi, pour faire tes sprints, on parle de sprint quand on utilise des méthodes agiles et autres, moi je te conseille à la limite 15 jours, mais une semaine. Et enfin, des to-do list à la journée. Et tu verras qu'une fois que tu as clarifié ces objectifs, ton projet et autres, en fait, ton seul job, tous les matins, c'est de faire tes petites actions et inévitablement, tu vas te rapprocher de ton objectif. Ensuite, il y a des grandes règles pour fixer un objectif. Alors, je vais pas te faire la théorie du modèle SMART, tu en as peut-être déjà entendu parler en management ou autre. Le S, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit mesurable, il faut donc que tu aies des indicateurs qui te montrent que tu es sur la bonne voie, il faut que tu mettes des actions en place, il faut qu'il soit réaliste ou non, et enfin, il faut des délais, il faut du temps. Non, moi je te conseille vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Tes objectifs, il faut t'assurer de 1 qui dépendent que de toi.
Si tu te dis je veux me marier cette année, ça dépend pas que de toi. Ça dépend aussi de la personne que tu vas rencontrer, donc t'oublies. Ton objectif, il faut que tu le formules différemment. Faut que tu dises je veux rencontrer la personne avec qui j'aimerais me marier cette année. Ça dépend complètement de toi. On parle d'écologie, vérifier l'environnement que tu as autour de toi. Je t'invite aussi, comme ils le disent dans le modèle SMART finalement, à ce qu'il soit très précis, très simple et toujours formulé positivement. On dit que le cerveau ne comprend pas, que l'inconscient du cerveau ne comprend pas la négation. Un peu comme le moteur de recherche de Google. Si je te dis, tape sur Google musique sauf Rihanna, il va te trouver que des musiques de Rihanna. Il va pas comprendre que tu veux écouter de la musique sauf Rihanna, par exemple. C'est pareil pour ton cerveau, en fait. Si tu lui dis, je ne veux pas ça, lui, il pense pas je ne veux pas, il pense je veux. Donc on va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais pense à formuler tes objectifs de manière positive. Si par exemple tu veux quitter ton job et créer ta boîte, ne dis pas je ne veux plus ce job. Dis je veux créer ma boîte ou je veux me créer le job de mes rêves. Tourne-le positivement. Enfin, l'autre petit conseil que je te donnerais pour te fixer des objectifs, c'est de pas en avoir 50 en même temps. Parce que sinon, on va en parler après, tu vas pas être focus. Je t'invite à t'en fixer un par domaine de vie. Un domaine de vie, c'est un domaine dans lequel tu as des responsabilités. Donc, un objectif dans la sphère amoureuse, un objectif dans la sphère sociale, un objectif sur le pro, un pour le perso, un pour les finances, un pour la santé, un pour ton propre développement personnel. Comme tu te fixes des objectifs à 90 jours, si en plus tu les mets pas tous, tu n'auras qu'une envie, c'est de vite finir cela pour passer aux autres. Donc, je t'invite vraiment à pas te mettre trop d'objectifs à la fois, les formuler positivement, qu'ils soient spécifiques, simples, précis et avec un objectif de temps et une deadline. Attention avec les deadlines, de ne pas se mettre la pression, de ne pas se mettre du stress non plus, ça peut devenir contre-productif, mais c'est important d'avoir une date. Un projet sans date, c'est pas vraiment un projet. Donc voilà, la première chose à faire pour moi, c'est de prendre du temps, de clarifier ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, ce que tu veux ressentir dans ta vie, d'en faire une grande vision pour l'avenir, de le décomposer en projet puis en objectif et ensuite de passer à l'action. Alors passer à l'action, on le répète tout le temps, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Effectivement qu'il faut passer à l'action dans la vie, c'est l'action qui amène des résultats et donc qui amène des changements dans ta vie. Si tu mets pas en place d'action, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, il se passera jamais rien dans ta vie. Donc passe à l'action et surtout, dépasse-toi chaque jour. Je voulais parler du dépassement de soi. Moi, c'est ce que m'a appris le développement personnel avec la fameuse technique des petits pas, le Kaizen pour les Japonais, des petits pas tous les jours pour un mieux. C'est qu'un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, on arrive à faire des grands bonds en fait. Et c'est hyper important tous les jours de te fixer des actions qui sont pas trop difficiles parce que sinon tu vas flipper, tu vas avoir peur et puis tu vas te saboter, tu vas pas les faire, tu seras pas prêt et pas trop facile non plus, sinon tu vas pas progresser, tu n'auras pas l'impression d'avancer dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à te fixer des actions qui sont un peu challengeantes parce que du dépassement de toi va naître cette fierté personnelle. Tu sais, quand tu veux aborder cette personne depuis des semaines, tu n'oses pas l'aborder, puis d'un coup, tu te motives, tu souffles un bon coup et puis tu te dépasses et tu vas aborder cette personne. Comment tu te sens ? Tu te sens hyper fier de toi. Et quand tu es fier de toi, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'estimes, tu as de l'estime pour toi-même. Et quand tu t'estimes, tu te mets à t'aimer. Et quand tu t'aimes, c'est là que tu as confiance en toi. Je voulais parler de la confiance en soi. Parce qu'on en parle à toutes les sauces et on mélange un peu tout. La confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, la vision de soi, l'estime de soi. C'est pas vraiment la même chose. Je veux pas rentrer dans le débat aujourd'hui. C'est pas un cours de confiance en soi aujourd'hui. La confiance en soi, on dit croire en soi. Pourquoi ? Parce que c'est une croyance. Autrement dit, ça n'existe pas autre que dans ta tête. Tous les jours, tu peux te lever le matin et claquer les doigts et dire aujourd'hui, je suis quelqu'un de confiant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'ambitieux. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de timide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de pas confiant. Et en fait, si aujourd'hui tu es dans une situation où peut-être que tu n'as pas confiance en toi dans certains domaines, parce que c'est impossible de ne pas avoir confiance en soi dans tous les domaines, si tu as le permis de conduire, quand tu prends ta voiture, tu as assez confiance en toi pour monter, prendre le volant, sans avoir peur de tuer quelqu'un, par exemple, ou de te tuer toi. Donc tu as confiance en toi assez pour conduire. C'est une croyance, c'est-à-dire que c'est la perception que tu as de toi-même par rapport à tes capacités. C'est ça la confiance en soi. Et en fait, c'est dans ta tête. Donc tu peux décider de changer les règles qu'on a fixées pour toi. La plupart des gens qui ont confiance en eux naturellement, ils ont un entourage, des parents et autres, qu'ils ont toujours valorisé, qu'ils ont toujours traité comme des champions. Et du coup, ils ont ancré cette croyance qu'ils allaient devenir des champions, que c'était des champions, et du coup ils ont confiance en eux. À l'inverse, si toute ta vie tu as eu un père qui disait que t'étais qu'une merde ou autre et autre, si tu t'es mis à croire ça et à t'ancrer ces croyances dans la tête, t'as cette croyance que t'es pas ci, que t'es pas ça, que t'es pas gna gna, et du coup t'as pas confiance en toi sur certains domaines de ta vie ou sur certaines actions à mettre en place. Et la première étape pour prendre confiance en soi, c'est déjà de fixer de nouvelles règles du jeu. C'est pas parce que il y a 20 ans ta mère disait ça que c'est toujours le cas. Tu peux décider tous les jours de changer
ta vie, de changer de personne, de changer d'identité, de changer de style vestimentaire, de style de vie, de travail, rien n'est figé. Personne s'est levé un jour en disant lui, il aura confiance en lui et pas lui. Non, ça se cumule au quotidien. Et comment on fait pour développer sa confiance en soi? Eh ben, on se dépasse. Et quand on se dépasse, je le répète encore parce que c'est important, on est fier de soi, on a encore plus envie de le faire. Et si tu avais peur d'aborder des filles, eh ben, que tu te dépasses 20 fois pour le faire, tu vas peut-être te prendre du rejet au départ dans la tête, mais petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu n'en meurs pas finalement de ce rejet-là, et puis tu vas réussir de mieux en mieux, et donc du coup, tu vas prendre confiance en toi. Mais c'est une illusion de croire que, encore une fois, tu vas te mettre dans ton canapé et que tu vas accumuler ta confiance en toi naturellement, qu'elle va arriver du jour au lendemain. Et tu sais, c'est les fameuses phrases où on dit quand j'aurai ci, je ferai ça, quand je serai nana. Ça marche jamais ce truc-là. Quand j'aurai un nouveau travail, je prendrai le temps de machin. Ça marche jamais. Et ben c'est pareil pour la confiance en soi. Inutile d'attendre tous les jours. Il y a un truc qui te fait peur, c'est que c'est une opportunité. Suis tes peurs. Moi, je pense vraiment, encore une clé que j'ai appris dans le développement personnel, c'est que la peur, c'est le verrou de notre changement, c'est le verrou de nos rêves. Une personne qui n'a pas de peur, elle peut tout accomplir. La peur est très utile, c'est l'instinct de survie, ça nous protège. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, on a des peurs de la mort qui ne sont plus vraiment cohérentes avec ce qu'on vit au quotidien. On va pas rentrer dans le sujet encore une fois dans cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo sur la peur. Mais en tout cas, il faut aller vers tes peurs parce que si tu as peur de quelque chose, c'est que c'est important pour toi. Tu veux aborder 2 mecs dans la rue, il y a 2 mecs qui t'intéressent. Il y a un pur beau gosse avec un pur job, hyper inspirant et autres, puis il y a un mec mignon mais sans plus et autres. Lequel tu vas avoir plus peur d'aborder? Celui qui te plaît le plus parce qu'il est plus important pour toi, donc tu mets plus d'enjeux dessus, donc ça te fait plus peur. Et donc tu as 2 choix. Si tu veux l'atteindre, tu dépasses cette peur parce que tu sais que c'est un objectif, que c'est important pour toi, que tu veux pas avoir de regrets et tu fonces. Soit toute ta vie, tu restes paralysé par cette peur-là et au final, tu as beau savoir que derrière cette peur, il y a une opportunité, que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, tu vas pas l'atteindre parce que tu vas pas te dépasser, tu vas pas foncer et du coup, tu n'atteindras jamais ce qui est important pour toi et en plus, ta peur, plus tu vas la fuir, plus elle va s'enrichir et revenir plus forte la fois d'après. Donc c'est vraiment important de passer à l'action et surtout de se dépasser chaque jour pour prendre confiance en soi. Donc prends un peu de temps pour analyser ce qui te fait peur, ce qui est important pour toi et autres, et prends la décision, mettons, de te fixer une petite action chaque jour pour transformer cette peur en adrénaline et foncer. Pour finir sur cette partie sur la vision et les objectifs, je vais te parler un peu de la pensée positive. Alors il y a plein de théories là-dessus, il y a plein de bouquins sur la psychologie positive et autres. Le but, c'est pas d'être un gentil bisounours et de voir le monde comme un arc-en-ciel. J'aime bien la phrase d'Anthony Robbins qui dit que penser positivement tout le temps, c'est comme descendre dans un jardin plein de fleurs sans regarder les mauvaises herbes. Non, c'est pas tout noir ou tout blanc. Penser positivement, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'il faut que tu penses à ce que tu veux. Pense à ce que tu veux. Parce que si tu regardes bien, la plupart des gens, et t'en fais peut-être partie, et moi j'en ai fait partie pendant longtemps, j'étais tout le temps en train de penser à ce que je voulais pas qu'il m'arrive, à ce qui s'était mal passé dans le passé, ce qui allait pas dans le présent, et ce qui me faisait peur dans le futur. Qu'est-ce qui se passait? J'attirais encore plus ces choses, je les provoquais. De toute façon, c'était encore une fois une croyance que c'est ce que j'allais attirer, donc on cherche tous à valider notre vision du monde pour garder un œil cohérent sur la vie et donc on attire les choses qu'on pense le plus souvent. Et si tu regardes bien quelqu'un qui va pas bien dans sa vie ou autre, il est en train de penser et donc de te parler de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ce qui va pas dans le présent, ce qui veut pas et ce qui va pas marcher dans le futur. C'est une des clés de l'échec quoi. T'es focalisé tout le temps sur ce que tu veux pas, sur le négatif d'une chose. Et en plus, l'être humain, il fonctionne par habitude, je vais en parler après. Si pendant 20 ans ou 10 ans ou même 5 ans, tu as été dans le négatif, à toujours regarder la petite bête qui va pas, je peux te donner tout l'amour du monde, tout l'argent du monde et autres, tu vas te focaliser sur le petit truc qui va pas. Donc prends l'habitude et ça te demande du temps au départ d'acquérir cette gestion mentale, de penser à ce que tu veux. Sur ton passé, c'est pareil. Transforme les points négatifs en positifs. Ça t'apporte toujours des choses. Il faut que tu ailles chercher le positif du négatif. Et à l'inverse, on verra qu'il y a toujours aussi du négatif dans le positif. La vie, c'est un équilibre. Donc, quand tu penses à ton passé, essaye de le transformer en sagesse. Essaye de voir les bons côtés de ton passé. Essaye de voir ce que tu as appris de tes erreurs. On apprend beaucoup de nos échecs, très peu de nos réussites au final. Donc, même quand tu penses à ton passé, pense à ce qui a bien fonctionné ou ce que tu feras différemment la prochaine fois pour que ça fonctionne mieux. Dans ton présent, pense à ce que tu as aujourd'hui. On le dit assez dans le bouddhisme et autres, c'est Bouddha qui disait ça.
mais il faut que tu aies de la gratitude pour ce que tu as déjà. Si par exemple tu n'as pas d'argent, c'est pas de penser au manque qui va faire que tu vas en avoir plus. Et pourtant c'est humain, c'est naturel. Et c'est pour ça que je te disais au début que le cerveau il est livré sans mode d'emploi. Il faut arriver à switcher là-dessus. Il faut arriver à se sentir riche même quand on l'est pas encore. Il faut arriver à se satisfaire de peu. Il faut arriver à être fier de qui l'on est aujourd'hui dans l'instant présent et se focaliser sur ce qui va bien dans sa vie. Si tu te focalises sur ce qui va pas bien, tu vas te plaindre, tu vas avoir une mauvaise hygiène mentale, c'est-à-dire que tu vas te parler mal, tu vas vibrer une mauvaise énergie autour de toi, tu vas faire fuir les gens et au final, tu vas attirer ce que tu voulais, tu vas attirer que de la merde dans ta vie. Donc vraiment, sur le passé, regarde ce qui a bien fonctionné, pense à ce qui va bien dans le présent et encore plus important pour l'avenir, parce que là, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu vas améliorer ta vie et c'est à partir de demain que ça commence. Pense à ce que tu veux et pas à ce que tu veux pas. Ça n'empêche pas de penser à tes peurs et à anticiper certaines erreurs que tu pourrais faire, certains trucs négatifs qui pourraient arriver. Et dans tous les cas, tu peux faire tout le développement personnel que tu veux. Tu auras toujours des contraintes, tu auras toujours un train qui arrive en retard, tu auras toujours une météo qui pourrait un mariage. Ces choses-là, tu n'as pas le contrôle dessus. La seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est la réaction que tu as vis-à-vis des événements. Donc, prends du temps ces prochaines semaines pour t'auto-cadrer, t'auto-coacher et dès que tu commences à parler, penser, incarner du négatif dans ta vie, switch de l'autre côté et pense à ce que tu veux. Vraiment pense à ce que tu veux et tu verras que ça va t'attirer que des bonnes choses et au pire des cas, même si vraiment il y a un problème qui devait arriver, au lieu d'y penser toute la journée, dans tous les cas, ton problème, tu vas te le prendre dans la face et au moins, tu auras passé du bon temps d'ici là en te focalisant sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va pas. Je vais enchaîner sur la pensée positive en te parlant un peu de la loi de l'attraction. La fameuse loi de l'attraction dont tout le monde parle dans le développement personnel, de manière plus ou moins ésotérique, de manière scientifique. Il y a plein de façons de le présenter. Moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre. Comme je le dis souvent, je suis fils d'artisan, donc j'aime les choses concrètes. La loi de l'attraction, c'est le fait qu'on vibre une énergie et donc qu'on attire, sur le plan quantique, les choses qu'on vibre. Donc si tu penses à du négatif, tu attires du négatif. Si tu penses à du positif, t'attires du positif. Et ce qu'on disait donc de la loi de l'attraction au départ, c'est qu'une pensée est un fait. C'est-à-dire que tu vas devenir ce à quoi tu penses le plus souvent. D'où l'intérêt de penser à ce que tu veux et positivement. Moi, la loi d'attraction, dans le coaching, vu que j'accompagne les personnes de manière opérationnelle à mettre en place des actions et autres, j'aime l'expliquer de la manière suivante. Aujourd'hui, tu es au point A et tu veux devenir dans un an cette personne, on va dire que c'est le point B. Tous les jours, prends du temps avec toi-même et observe la personne que tu veux devenir dans un an. Observe-toi au point B. Observe comment tu te comportes, comment tu respires, comment tu te tiens, comment tu parles aux gens et autres. Et tous les jours, toutes les semaines, tu prends un comportement, une stratégie que la meilleure vision de toi adopte dans un an et tu l'appliques dans ton présent. Et inévitablement, tu vas l'incarner et petit à petit, tu vas intégrer ta vision et devenir ce à quoi tu penses le plus. Donc, tu vas attirer les choses. Pour moi, c'est la manière la plus terre à terre qui soit devant la loi d'attraction. C'est de se dire finalement, vu que je vais attirer ce que je pense dans ma vie, et c'est pour moi l'une des façons les plus terre à terre de se servir de la loi d'attraction, l'une des façons les plus opérationnelles, c'est de se dire, voilà où je veux aller, je vais commencer à me comporter dans le présent comme ce que j'ai envie de devenir. Et petit à petit, tu vas le devenir. En fait, si on voit d'un point de vue ce qui se passe à l'intérieur sur le plan physique, les pensées que tu as vont générer certaines émotions. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que tes pensées vont générer des émotions à l'intérieur de toi, des substances. Et pour te la résumer encore plus simplement, la loi de l'attraction, en fait, il faut savoir que toutes tes pensées vont provoquer des émotions à l'intérieur de toi et que c'est en fonction des émotions que tu vis à l'intérieur que tu vas mettre des comportements en place et que c'est les comportements que tu mets en place qui vont t'amener à tel ou tel résultat. Et que c'est en fonction de tes résultats que tu vas penser d'une façon ou d'une autre, vu qu'on se base tous par rapport aux expériences qu'on a de notre passé. Il faut savoir que plus de 90% des pensées qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc, l'équation est assez simple. Le fait de penser à ce que tu veux positivement, tu vas avoir des émotions positives, une bonne énergie à l'intérieur, tu vas mettre en place des bons comportements et donc tu vas attirer les résultats que tu veux avoir, ce qui va te conditionner, te donner la confiance de faire mieux encore la prochaine fois pour le même objectif. À l'inverse, si à chaque fois que tu abordes une meuf, tu te fais remballer, tu te fais rejeter, tu as la croyance dans ta tête que tu es repoussant et que du coup, tu ne sais pas draguer, que tu finiras seul. À quoi tu vas penser la prochaine fois que tu vas aller aborder une meuf? Tu vas penser que tu n'es qu'une merde, que tu es repoussant, que tu mérites pas d'être aimé. Comment tu vas te sentir à l'intérieur? Tu vas te sentir mal, tu vas pas être en confiance. Qu'est-ce qui va se passer sur toi, sur tes comportements, sur ta posture? Ton énergie va chuter, tu vas avoir les épaules qui se recroquevillent sur elles-mêmes, tu vas devenir plus introverti. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas aborder la fille? Tu crois qu'elle va te trouver séduisant comme ça, tout timide, tout renfermé?
Bah non. Donc du coup, tu vas avoir le rejet, ce qui va valider, encore pour la fois d'après, que t'es pas digne d'être aimé et que t'arrives pas à draguer. À l'inverse, je reprends le même exemple de la drague. Si dans ta tête, tu te dis que t'es un pur séducteur ou une pure séductrice, avant d'aller aborder la personne, à l'intérieur, tu vas te sentir bien, tu vas avoir de l'énergie, tu vas être en confiance, tu vas être motivé. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas aller lui parler à cette personne? Bah tu vas rayonner, tu vas briller, tu vas avoir des comportements séduisants. Et donc, tu auras beaucoup plus de chances de séduire l'homme ou la fille que tu convoites. Et du coup, la fois d'après, quand tu vas draguer, bah tu repenseras à la fois précédente et tu te sentiras bien. Voilà un peu pour moi comment on peut l'expliquer, cette loi de l'attraction. Ça, on parle aussi du socle des croyances. En fait, c'est à quel point finalement ce qu'on pense dépend de nos résultats et à quel point tout part de nos pensées et comment nos pensées vont impacter nos émotions, nos comportements et donc nos résultats. Et on voit donc que la première chose à faire pour changer ces résultats, c'est de changer son état d'esprit, c'est de changer sa façon de penser. Donc pense bien à ça, va te renseigner si tu veux sur la loi de l'attraction et autres. Moi je t'invite à regarder le film Le Secret ou à lire le bouquin, il est intéressant, c'est très à l'américaine, c'est de la motivation, c'est des shoots d'adrénaline, mais c'est quelque chose d'intéressant et autres. Après, pour moi, faut pas en faire toute une histoire, ce qui est important c'est de se dire qu'est-ce que je veux dans ma vie et à quoi je dois penser pour l'attirer, tout simplement. Ensuite, comme on parlait des actions, je vais te parler de la force des habitudes. Les êtres humains fonctionnent par habitude. Plus de 95% des choses qu'on fait sont faites par automatisme. Pourquoi ? Imagine si à chaque fois que le matin tu te brossais les dents, tu devais faire attention à comment tu mets ton dentifrice en même temps que tu marches dans ta salle de bain et autres. Ton cerveau, il serait épuisé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ton cerveau ? Il crée des habitudes, il crée des process et des automatismes pour gagner de l'énergie et pour faire les choses de manière plus fluide. Donc, c'est très important de créer des habitudes qui sont positives parce que dans tous les cas, tu as des habitudes, tu vas te créer des habitudes et si elles sont négatives pour tes projets, si elles n'apportent pas des choses pour tes projets, par exemple si tu vas bouffer tous les soirs au McDo ou si dès que tu as ta paye, tu la dépenses au lieu de te créer un capital et autres, c'est une habitude qui va s'ancrer, qui va être de plus en plus dure à enlever. Pense notamment à ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Je sais ce que c'est. T'as une habitude depuis 10 ans, faut l'enlever, c'est très compliqué. À l'inverse, une fois que tu as créé des habitudes fortes, tu peux pratiquement plus t'en séparer. Ça s'encode dans tes cellules. C'est un peu comme tes adresses, ton prénom, ton numéro de téléphone. Essaye d'oublier ton adresse. Tu peux pas. Impossible. L'information, c'est encodé dans tes cellules. C'est pareil pour tes habitudes. Et en fait, créer des habitudes gagnantes, ça va te permettre de gagner du temps au quotidien. Ça va te permettre de faire les bonnes choses et ça va te permettre de te libérer de l'énergie et de la sérénité mentale. Donc, prends un moment aussi pour définir une routine. Alors certains parlent de routine matinale, on s'en fout complètement qu'elle soit matinale à midi ou à minuit. L'important, c'est de te créer des habitudes constructives et positives pour toi. Le plus dur, c'est les premiers jours. Par exemple, tu veux te remettre au sport, tous les matins, tu peux commencer par faire 10 minutes d'exercice et autres. On dit qu'il faut 21 jours ou une vingtaine d'heures de pratique pour créer une nouvelle habitude. Le plus dur, c'est le début, donc commence petit, mais commence par créer des petites habitudes. Si aujourd'hui tu veux publier du contenu, commence par publier une blague sur Facebook tous les jours jusqu'à t'habituer à le faire. Si aujourd'hui tu as du mal à aller prospecter dans ta boîte, force-toi tous les jours à appeler un client. Et toujours le même principe qu'avant, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Tu vas te dépasser, tu vas gagner en confiance en toi. Il y a plein d'avantages à se créer des habitudes. Et en plus de ça, cette routine que tu vas avoir, elle peut te servir à structurer ta journée. Moi, par exemple, tous les matins, je fais mon sport, j'ai un temps de formation, j'ai un temps pour mon lifestyle, j'ai un temps pour mon argent, j'ai un temps pour mon business et je l'ai sectionné en 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes et j'ai une petite application qui s'appelle Loop, L2OP, dans laquelle je mets toutes mes actions quotidiennes, toutes les choses que je dois faire tous les jours. Le sport, publier du contenu, entretenir mon réseau, des choses comme ça. Et tous les soirs à 22h sur mon téléphone, j'ai une petite notification qui me rappelle qu'il faut que je coche les habitudes. Et à la fin de la semaine, je peux regarder ce que j'ai fait tous les jours, je peux regarder ce que j'aime faire, ce qui a changé pour moi, je peux interpréter les résultats. Et ça m'aide beaucoup à améliorer ma routine et autres. Une routine, ça peut être quelque chose de simple pour te mettre en énergie aussi. Par exemple, le matin, pour passer une bonne journée, tu peux te mettre une playlist de musique et tous les jours en le faisant, tu vas prendre l'habitude de tous les matins te lever dans une bonne énergie. Comme on l'a vu juste avant, au niveau émotionnel, je te laisse imaginer comment se passe ta journée quand tu la commences du bon pied, plein d'énergie parce que le matin, tu as écouté de la musique ou du contenu inspirant. Et quand tu te lèves du pied gauche et que tu vas au boulot ou lancer tes projets les pieds derrière, ça change tout. Donc vraiment,
Crée-toi des routines, crée-toi des habitudes. Pareil pour le soir. Moi, j'ai pris l'habitude tous les soirs de faire le bilan de ma journée dans ma tête, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je veux surtout pas refaire la semaine prochaine? Et petit à petit, ça m'aide à me créer des habitudes gagnantes. Dans ton business, si tu es entrepreneur, c'est encore plus important, je vais pas te l'apprendre. Plus tu vas automatiser les choses, plus tu vas processer les choses, plus tu vas gagner du temps et ce temps-là, tu vas pouvoir le consacrer à développer ta boîte autrement. Il y a des outils pour ça. Il y a des outils pour publier du contenu automatiquement. Il y a plein de choses qui peuvent te servir à te créer des bonnes habitudes parce que quand on lance un business, on a plein de choses à faire et si dès le départ, tu ne crées pas une habitude, une routine, tu peux vite te laisser déborder et tu commences plein de choses, tu les finis pas et c'est très très compliqué après de s'y remettre. Alors pense bien à te créer des habitudes constructives pour toi. Ensuite, j'ai parlé un peu d'énergie. Avoir une bonne énergie, c'est primordial pour réussir ses projets. On a plein de croyances limitantes, mobilisantes sur l'alimentation. On nous a appris pas mal de conneries sur les produits laitiers, sur plein de choses. Les lobbies ont fait un travail fantastique pour nous apprendre des conneries. Du type, il faut pas beaucoup manger le soir parce que comme on bouge pas la nuit, on a du mal à digérer. C'est une connerie. Moi, je me suis renseigné auprès de professionnels qui sont des coachs assez haut niveau dans la santé. Quand tu manges, 50% de l'énergie que tu absorbes te sert à digérer. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est à midi qu'il faut pas beaucoup manger ou le matin. Parce que quand tu manges beaucoup à midi, t'arrives à 14h en cours, au boulot et autres, tu sais, t'as cette sensation, t'es posé, t'arrives plus à bouger. Pourquoi? Parce que 50% de l'énergie que t'as mangé, elle est en train d'être utilisée à digérer ce que tu as mangé et ça te prend toute ton énergie. Alors que si tu commences le matin avec un bon jus de fruits, un petit déj simple et que tu manges pas, moi je saute souvent le repas de midi, j'ai une énergie de dingue toute la journée. Et les gens me disent mais comment tu fais alors que tu manges pas? Mais c'est justement une des raisons, c'est que je mange pas à midi et que du coup mon corps il est au taquet. Alors tu peux te faire des jeûnes, je veux pas parler de l'alimentation, c'est pas du tout mon domaine, il y a plein de choses à faire là-dedans, mais c'est important de bien manger et je pense que c'est surtout important de bien manger par rapport à toi. Et c'est pour ça que je critique les extrêmes et autres, ça me fait penser au développement personnel. Je vois beaucoup trop de gens qui essayent de convaincre tout le monde qu'il faut manger comme ça et autres. Mais en fait, on n'est pas Dieu. Chacun mange ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est que tu prennes un temps pour toi, pour t'apercevoir que peut-être que toi, le sucre, ça te donne de l'énergie à court terme et que tu en as besoin de beaucoup dans la journée, que ça t'aide à réussir. Alors pour d'autres, le sucre, justement, c'est de l'énergie à court terme. Et après, s'ils prennent pas de sucre, ils font rien. À toi de bien connaître ton corps. Mais en tout cas, l'alimentation a un impact. L'eau, la qualité et la quantité d'eau que tu bois va avoir un impact sur ton énergie. Faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres. Encore une fois, on te dit souvent qu'il faut boire de l'eau en bouteille parce qu'elle est meilleure que l'eau du robinet. En fait, c'est une grosse connerie parce que même si elle est passée dans les tuyaux, l'eau du robinet, elle bouge, elle est vivante. L'eau dans ta bouteille, elle est morte. C'est de l'eau morte et en plus de ça, elle est hyper minéralisée et en fonction de la marque que tu as, si tu la changes pas souvent, tu risques d'avoir des carences d'un côté, des excès de l'autre et autres. À toi encore une fois de voir comment tu bois de l'eau, Je vais pas te faire un cours sur comment on boit de l'eau, mais en tout cas, c'est important de bien boire. Ton corps, il est fait à plus de 80% d'eau, donc c'est important de bien boire. La vision que tu as, c'est pour moi le plus important. Tu peux rester 3 jours sans manger si tu as la vision qui t'inspire, qui te motive et qui est positive pour toi parce que ça va te donner l'envie de faire les choses, ça va te donner les bonnes émotions. Et une émotion, c'est quoi? C'est un mouvement vers l'extérieur. Et forcément, si tu as une vision négative, l'émotion pour aller vers l'extérieur va pas être très motivante. Par contre, si tu as une super vision de ce que tu veux faire, que ça t'anime vraiment et autres, moi je te le dis, tu peux te lever en pleine nuit, relancer ta start-up et autres, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de boire, t'as pas besoin de dormir. Donc vraiment, avoir des objectifs et une vision positive de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux faire et autres, c'est ce qui va peut-être te donner le plus d'énergie. Tes relations, idem. On a tous connu ça, des amis qui sont pas dans une bonne période de vie. Toi, t'es au taquet, t'es hyper motivé, t'es plein d'énergie, tu passes un quart d'heure avec un pote et blam, il te casse toute ton énergie, tu sais pas pourquoi tu te sens vidé. À l'inverse, on a tous des fois été pas bien, aller voir un ami qui nous remotive et qui nous redonne de l'énergie. Donc tes relations, j'en parlerai après, c'est ce qui va donner de l'énergie. Le sommeil, enfin, la qualité et la quantité du sommeil. Je suis très très mal placé pour donner des conseils, parce que moi je dois dormir 3 heures par nuit, je suis tout le temps au taquet, parce que j'ai cette vision et autres justement, mais sur le long terme, je vois aussi qu'il y a des jours après où je peux plus bosser et autres, donc c'est important, encore une fois, dans le cadre des habitudes, de donner un cadre de vie, de suivre ce qu'on appelle les cycles circadien, de prendre une journée de repos le dimanche et autres, mais le sommeil va avoir un impact sur ton énergie, je vais pas m'étendre dessus. Les relations, la qualité de l'air, la quantité et la qualité de l'air, la façon dont tu respires, on l'apprend plus à l'école, mais apprendre à bien respirer correctement, faire de la respiration abdominale, des choses comme ça, et aller respirer de l'air pur, c'est ce qui va te donner de l'énergie. Donc des fois, sors un peu de la ville, si tu es en ville, va un peu à la campagne, respirer de l'air pur, et puis il se passe autre chose aussi, le magnétisme de la Terre, de la planète, va te donner de l'énergie. En ville, on est dans le béton. Si tu regardes bien, c'est mon formateur qui nous donne cet exemple, Paul Pironnet.
Les chevaux, quand ils sont fatigués ou quand ils sont malades, la première chose qu'ils font, ils s'allongent par terre et ils prennent l'énergie positive de la terre. Oui, ça fait très ésotérique dit comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc, ta vision, tes objectifs, tes relations, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu respires, comment tu respires, ton sommeil, c'est ça qui va te donner de l'énergie. Si t'as pas d'énergie, c'est comme une voiture sans essence. Tu feras rien. Mais par contre, encore une fois, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais en ce moment, je vais pas très bien et autres, j'ai pas d'énergie, je peux pas lancer les choses. » Pareil, tu peux rester des années dans ton canapé comme ça. Première étape, prendre les devants. T'as pas d'énergie, tu vas marcher un peu. Trouve tes petites stratégies, mais mets-toi en action. L'action enlève tous les doutes, enlève tous les trucs, mais mets-toi en action. Attends pas d'avoir la bonne énergie pour faire des choses, parce que c'est en faisant des choses que tu vas avoir cette bonne énergie. On parlait des relations, ça c'est un chapitre très important du développement personnel. Il y a, je pense, un bon tiers, la moitié des bouquins de développement personnel qui parlent des relations interpersonnelles. Moi, je le vois dans mes coachings quand je coach pas des entrepreneurs, mais quand je coach des particuliers ou des personnes à titre personnel. Les problèmes qu'ils ont, ils sont très souvent, ils tournent autour de deux axes. L'argent et les relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, sociales. On est des êtres sociaux et donc avoir des bonnes relations, c'est hyper important. Avoir des relations harmonieuses, ça va t'aider à être heureux, ça va t'aider à réaliser tes ambitions, ça va t'aider à atteindre tes objectifs. J'invite à lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc c'est 30 principes de communication tout simples, mais qui peuvent changer pas mal de choses dans ta vie, du style appeler les personnes par leur prénom, des choses comme ça, des toutes petites clés à mettre en pratique, mais qui vont améliorer tes relations. Moi, je pense que toute relation est une opportunité. T'es un entrepreneur, tu rencontres quelqu'un, toute personne que tu rencontres est un prospect potentiel, quelqu'un qui peut parler de toi, quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui peut s'intéresser à tes services. Et encore plus quand tu démarres et quand tu es dans un début de projet, quand tu commences le développement personnel, chaque personne que tu vas rencontrer qui a atteint des résultats que toi tu voudrais avoir va pouvoir t'inspirer. Je parlerai après de l'importance de l'environnement, mais c'est vraiment les rencontres. Regarde bien dans ta vie, les grands changements de vie que tu as eus, c'est très souvent à la suite de rencontres. Quelqu'un que tu as rencontré qui t'a inspiré, un nouveau copain, une nouvelle copine, un décès dans ta famille, désolé, mais souvent, créer ou détruire des relations, ça change ta vie, en bien comme en mal. Mais en tout cas, pense bien qu'on ne peut pas réussir seul, qu'on ne peut pas vivre isolé, même si on est développeur, ou normalement, pour lancer une boîte, tu as besoin d'être avec des gens, pour réussir à créer de grandes choses, il faut être avec des gens et autres, donc c'est très important d'apprendre à séduire les gens, d'apprendre à plaire aux gens, d'apprendre à avoir plus de charisme, d'apprendre à avoir du leadership. Si un jour tu veux être patron, avoir des salariés, il va falloir que tu apprennes à déléguer. Encore une fois, c'est une histoire de relation et donc c'est très important de travailler sur ta communication. Comme j'en ai parlé au début, ta communication avec toi-même, la façon dont tu te traites, dont tu te parles. Arrêter de se plaindre, tout ça, et se traiter positivement, se traiter en première classe, c'est hyper important parce que de toute façon, si tu t'accordes pas de valeur à toi, les gens vont pas t'en accorder. C'est parce que tu vas commencer à te respecter plus que les gens vont plus te respecter. Donc ça commence déjà par la relation avec soi-même. Il faut être ok avec soi-même. Et enfin, la relation avec les autres. Et pour ça, moi, je te conseille vraiment de te dire que toute rencontre est une opportunité et donc d'aider les gens, de semer avant de récolter et t'intéresser réellement aux gens. Moi, ça, c'est le coaching. Ça a changé ma vie par rapport à ça. Le métier de coach, sans même m'en rendre compte. Bon, en tant que coach, après, tu te mets à poser des questions plus précises, plus profondes sur les valeurs des gens et autres, de manière autonome et sans le faire exprès. Et au final, les gens n'ont pas l'habitude et on crée une relation une vraie connexion avec les gens. Et moi, c'est une des clés qui a changé ma vie, vraiment, d'arriver à changer des relations. À l'époque, j'étais timide, j'avais plein de potes, mais j'étais timide, j'avais du mal à aller vers les autres et tout. Le développement personnel, outre le fait que ça m'a transformé en pipelette, comme tu peux le voir, ça m'a vraiment aidé à améliorer mes relations avec les gens. Et vraiment, c'est en partie grâce aux gens que j'ai rencontrés que je suis devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui et que j'ai réalisé les projets que je fais aujourd'hui. Donc, les relations, c'est hyper important. Et donc, si un jour tu as l'occasion de faire de la PNL et autres, tu verras plein de petites stratégies pour gérer les conflits, comment on reformule, c'est très utilisé dans la vente aussi, comment reformuler le point de vue de l'autre avant d'imposer le sien pour pas rentrer dans une joute verbale, comment se synchroniser avec les gens. Enfin, c'est pas de la manipulation, c'est simplement comment faire pour être plus appréciable et pour aussi mieux apprécier les gens, puisque quand on commence à mieux se connaître, on comprend mieux les autres aussi. Donc vraiment, de bosser sur tes relations et de prendre un petit moment, moi c'est pareil, tous les matins, prendre un petit moment, même si t'es pas trop réseaux sociaux, faut prendre un petit moment pour reparler aux gens, reparler aux amis, entretenir son réseau et le développer, ça prend du temps. On dit qu'on ne peut pas gérer plus de 150 personnes vraiment dans son réseau. Moi, je l'ai testé, on peut aller un peu plus loin, mais c'est vrai qu'après, si tu veux des relations de qualité, tu peux pas avoir 3000 amis, tu peux avoir 3000 potes, mais 3000 amis, c'est compliqué.
mais prends du temps avec les gens que tu apprécies vraiment et qui t'apprécient vraiment. Moi, je peux te partager une erreur que j'ai fait à un moment quand j'ai lancé ma première startup. J'ai tout mis de côté, ma famille, mes potes, mes mentors, ma chérie, tout. Au final, je me disais quand j'aurai réussi, après je ferai ça, mais au final, c'est parce que j'ai perdu le lien que j'avais avec ces gens-là à ce moment-là, que j'étais trop dans ma boîte, que j'ai foiré. Donc c'est un cercle vicieux. Et tout de suite après, quand je me suis remis à m'intéresser aux gens et autres, tout de suite, tout s'est amélioré et dans ma vie perso et dans ma boîte. Et forcément, quand tu t'intéresses aux gens, les gens ont envie de s'intéresser à toi. Si tu es égoïste dans ton coin tout seul, personne va venir te prendre par la main, venir te chercher. Au contraire, tu vas faire fuir les gens. Donc prends du temps pour bosser sur tes relations et construire un environnement qui est positif. Et là, je viens sur le concept de la puissance de l'environnement. C'est pour moi une clé de développement personnel qui est cadeau. Ça se fait tout seul, ça se fait naturellement et pourtant, c'est l'une des premières étapes à faire pour réussir, quel que soit le projet que tu veux. J'aime pas trop mettre les mots réussir parce que chacun a sa vision de la réussite, mais l'environnement va considérablement impacter la personne que tu vas devenir. Si tu es très bien dans ta vie, je te mets dans une salle remplie de dépressifs pendant 2 semaines, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir dépressif. Au niveau de tes finances, on dit qu'on est là, c'est Jim Rohn qui disait ça, le mentor de Anthony Robbins, si tu connais. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc en gros, tu prends ton salaire, tu prends ensuite tes 5 ou 10 meilleurs potes, tu le divises, tu fais une moyenne, grosso modo, vous avez la même chose. Parce que si tu gagnes le RSA, tes potes qui gagnent 10 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois, ils vont t'inviter 2 ou 3 fois au restaurant. Après, ils vont en avoir marre de te payer à manger et ils vont pas t'inviter. Émotionnellement, c'est pareil. Si moi je suis dans une super énergie, je lance des projets et autres, j'ai travaillé toute l'année, on part en vacances ensemble, j'ai pas envie que tu me déprimes mes vacances, j'ai pas envie que tu me sabotes mon bonheur, donc je vais m'attirer avec des gens dans le même état émotionnel que moi. Et si tu regardes bien, souvent, les gens qui sont RSA ou autres, qui ont pas trop de revenus, ou même ceux justement qui ont des croyances limitantes sur l'argent, qui pensent que l'argent c'est mal, sont ensemble, c'est comme dans la politique, qui se ressemblent, ça semble. Et si tu regardes bien aujourd'hui, l'environnement que tu as doit être à peu près dans le même stade de vie, avoir le même style de vie que ce que tu as aujourd'hui. Donc je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il faut que tu choisisses un terrain de jeu. On parle de l'épigénétique, à quel point l'environnement, les relations qu'on a autour de nous vont impacter notre ADN et notre biologie. Et en fait, l'une des clés les plus simples à mettre en place pour améliorer sa vie, c'est de te rapprocher des personnes qui ont les résultats que tu veux. Tu veux devenir plus riche, regarde des gens qui partent du même endroit que toi et qui aujourd'hui sont plus riches et tu vas les modéliser. On parle de modéliser leur succès. Modéliser, on le fait depuis qu'on est tout petit. De toute façon, c'est pour ça que je te dis, ton environnement, si tu t'en occupes pas, de toute façon, il va s'occuper de toi pour toi. Depuis que t'es petit, tu recopies et tu copies tes profs, tes parents, tes amis, tes rencontres. Tout le temps, tu modélises les autres. On parle de modélisation, de faire pareil. Autant reprendre le contrôle dessus et choisir de qui tu as envie de t'inspirer. Parce que ça marche dans les deux sens. Tu peux t'inspirer des gens qui ont des résultats supérieurs à toi dans le domaine que tu veux. Mais à l'inverse, moi je l'ai vu en coaching, quand tu prends que des gens qui vont pas bien, des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, tout ça et autres, au bout d'un moment, ces gens-là te tirent vers le bas. Donc ça marche dans les deux sens, à toi de choisir ton terrain de jeu, mais vraiment, il y a un outil en développement personnel qui a été créé par Robert Dilts, qui s'appelle la pyramide de Dilts, donc c'est 7 leviers, 7 étapes du changement. La toute première étape, c'est l'environnement. Imagine, exemple tout simple, aujourd'hui, je vais parler de l'entrepreneuriat vu que c'est un peu mon domaine. Aujourd'hui, tu veux lancer ta boîte. Or, dans ta famille, tout le monde est fonctionnaire. Tes amis bossent toutes dans des grandes boîtes à la SNCF et t'es seul, t'as personne à qui demander de conseils à part ton consultant ou ton coach. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Si tu te détaches pas de cet environnement, ou tout du moins si tu t'en protèges pas et surtout si tu vas pas chercher des ressources dans un autre environnement, tu vas rentrer le soir, tu vas avoir des doutes, tu vas entendre tes parents qui vont avoir peur pour toi et qui vont te rappeler que c'est dangereux d'entreprendre, tes amis qui vont te dire que tu ferais mieux de prendre un boulot salarié. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Tout le monde veut te ramener dans son terrain de jeu. Tout le temps. Parce que déjà, les gens, si toi tu fais quelque chose et qu'ils font rien, tu les ramènes face à leur propre inaction. Donc si ton meilleur pote, il rêve de lancer sa boîte, mais il a une bonne gage et qu'il ne le fait pas, c'est une illusion de croire qu'il va vouloir t'aider à réussir. Il le voudra peut-être consciemment, mais inconsciemment, ça l'emmerde parce que ça le ramène au fait que lui n'a pas le courage de lancer sa boîte à lui. Donc, pour revenir sur mon sujet, choisis vraiment ton environnement et va modéliser des mentors. Prends un modèle de réussite dans chacun des domaines de ta vie et tu modélises son succès. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un mouton singé, le mimer, mais tu veux devenir conférencier. Regarde des conférenciers, comment ils s'expriment, comment ils arrivent sur scène et petit à petit, tu vas te mettre
à le faire. Moi, je m'en suis aperçu de ça à un moment. Je reprenais toutes les mimiques de mon formateur en coaching sans même m'en rendre compte. C'est ma chérie qui un jour me dit: Hubert, t'arrêtes pas de faire comme Lionel avec tes mains, tu t'en rends même pas compte. Et en effet, et tu te mets à reprendre le même vocabulaire. Et c'est pour ça que si t'es né dans un environnement à la campagne, assez pauvre et autres comme moi, c'est très très dur d'en sortir. C'est pour ça que les gens qui sont dans les quartiers, tant que tu les sors pas de leur environnement, ils ont très peu de chances de changer. Autre exemple, moi je fumais beaucoup de cannabis. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai décidé d'arrêter. Et essaye d'arrêter de fumer quand tous tes potes sont fumeurs. C'est très très dur. Alors au début, tu refuses. Et puis le jour où ça va pas, où tu t'es fait plaquer, ou à l'école ça s'est pas été, ou au boulot t'as une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le pétard. Et dès que t'entends une musique, encore une fois les habitudes, dès que t'entends une musique reggae et tout, hop, ça te donne envie de fumer. Dès que tu regardes la télé et tout, ça te donne envie de fumer. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, et c'est à ce moment-là que j'ai changé de vie, j'ai déménagé. J'ai changé de vie complètement, je suis arrivé dans une nouvelle ville où je pouvais être qui j'avais envie d'être, où personne ne savait que j'étais fumeur, mais j'ai dû arrêter de fréquenter pendant quelques temps, Aujourd'hui, c'est des personnes que je revois, les fumeurs de cannabis, parce que c'était impossible d'arrêter de fumer en étant avec eux. Ça demandait beaucoup trop de volonté par rapport à 5% de volonté, par rapport à 95% d'habitude. Donc, j'ai dû quitter cet environnement pendant un moment et m'en protéger. Pareil dans ma famille, je vais pas parler de moi tout ce podcast, mais j'ai des gens qui n'étaient pas en faveur de mes projets et autres. Pendant longtemps, je croyais que ça rentrait pas ce qu'ils me disaient, mais inconsciemment, je prenais l'information et je me sabotais derrière jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait mieux que je quitte pendant un moment certains membres de ma famille pour me lancer correctement et garder mon esprit sain, plutôt de l'autre côté avec mon autre environnement qui me motivait, parce que j'avais l'impression d'être dans un double monde en fait. Dès que j'étais dans ma boîte et tout le monde me disait putain super ce que tu fais et autres, mais dès que je rentrais dans ma famille, putain j'étais qu'une merde, tu vois. Au bout d'un moment, j'étais en train de devenir schizo et j'ai choisi mon terrain de jeu, j'ai choisi l'environnement qui me tirait vers le haut. Et en plus de ça, la seule façon de changer les gens de ton environnement, c'est soit de les coacher, de les accompagner, sinon c'est de les inspirer, donc d'incarner par tes résultats. Si aujourd'hui tu t'intéresses au développement personnel, que des amis à toi te critiquent et autres, ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Montre les résultats que ça t'a amené dans ta vie à toi, inspire-les par rapport à ça et c'est eux qui vont venir te poser des questions. Je le vois tous les jours avec mes clients. Et modéliser ton succès à toi dans ton domaine, que ce soit la santé, la séduction, les relations sociales, les finances et autres, deviens un leader sur certains sujets et c'est les gens qui viendront te prendre dans leur environnement. Mais pour commencer, si tu démarres, prends les personnes qui t'inspirent le plus. De toute façon, on le fait naturellement, comme je te le dis, et modélise leur succès. Regarde comment ils se comportent, regarde comment ils enrichissent leurs finances, comment ils créent des relations avec les autres, regarde comment ils respirent, comment ils se tiennent. Et petit à petit, tu vas voir que ça va beaucoup changer ta vie et que ça va se faire naturellement. C'est pour ça que je te dis que c'est une clé pour moi. L'environnement, c'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau. On va parler un peu du bien-être aussi, parce qu'avec tout ce que je te dis, on a l'impression des fois, surtout en France, que c'est dur de réussir, qu'il faut se forcer, qu'il faut tout ça, et la motivation, des vidéos de motivation. Pour moi, c'est une grosse connerie. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que la motivation, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'était à l'époque des artistes, dans la Grèce antique, c'était le souffle divin, tu sais, qui vient de l'intérieur, le souffle de Dieu qui t'inspire et autres. Et donc, ta motivation, ton motif d'action vient de l'intérieur. Et ça, tu vas l'acquérir par rapport à ta vision, comme on l'a vu. Donc, si tu as fait ce travail qu'on a fait au début de clarifier ta vision, tu n'as plus besoin de vidéos de motivation. Pourquoi ? Parce que tes vidéos de motivation, c'est de la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. C'est je te mets un challenge, je te donne une voiture à gagner et tu te dépasses pour gagner la voiture. Et à l'inverse, si tu n'as pas bien révisé ton contrôle à l'école, je te mets un avertissement. Et en fait, on est tous tirés par rapport à ça dans notre société, même avec nos animaux, même comment on dresse un chien. Soit on lui donne de la boue quand il fait un truc bien, soit on le frappe quand il fait quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous programmés sur deux leviers d'action, en fait. C'est rechercher le plaisir et éviter la douleur. Donc en gros, la motivation, c'est quoi ? C'est se donner des motifs pour agir. Et en fait, tu as deux façons de fonctionner. Peut-être que tu fonctionnes avec les deux, mais en gros, c'est la carotte ou le bâton. En gros, est-ce que tu veux que ce soit ta vision qui t'inspire, qui te pousse à te dépasser ? Ou est-ce que tu veux que ce soit la peur dans 20 ans d'avoir raté ta vie ? À toi de voir ce qui te fait le mieux fonctionner. Le petit indice, regarde bien au niveau de la vente comment ça se passe. C'est beaucoup plus facile de vendre un médicament à quelqu'un qui a mal à la tête qu'un énergisant à quelqu'un qui va bien. Donc, il y a plein de fois, peut-être toi-même dans ta vie, en tout cas moi je le vois souvent et je fonctionne un peu comme ça, je fais les choses qu'à partir du moment où j'ai plus le choix, où vraiment ça commence à faire mal. Et pourquoi je te parlais de ça par rapport au bien-être ? Parce que c'est hyper important de se sentir bien, parce que si on est programmé pour éviter la douleur ou pour rechercher le plaisir, c'est parce que notre seul job, dans cette vie-là en tout cas, c'est de se sentir bien. Si tu veux une belle voiture, une belle maison, je te demande, mais
Pourquoi tu veux ta Ferrari? Tu veux en faire, bah, ça va vite et tout, mais oui, mais pourquoi? Bah, parce que je vais me sentir bien avec le regard des gens, avec tout ça. Le seul objectif, finalement, retiens que ça du podcast, si tu veux. Ton objectif au quotidien, c'est de te sentir bien. De te sentir bien. Et inévitablement, tu vas te rapprocher de ce qui te fait plaisir et tu vas fuir ce qui te fait souffrir. Mais c'est un peu le problème français. On dit qu'il faut souffrir pour réussir, souffrir pour être belle, tout ça. Pour moi, c'est faux. Il faut vraiment être dans le bien-être et en fait, comme je l'ai dit au début, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Mais honnêtement, faire du développement personnel pour se mettre des trucs ambitieux, un entraînement de sportif de haut niveau et autres, bah logiquement, tu apprends quelque chose pour améliorer ta vie, pour être mieux, pour être plus heureux. C'est pas pour derrière te mettre des baffes, des coups de pied aux fesses ou tout ça. Des fois, on a tous besoin d'un petit coup de pied au cul pour s'en sais. J'en sais quelque chose, c'est ma façon de coacher. Mais pense que le but de ta vie, c'est de te sentir bien, pas demain, pas quand tu auras un salaire, là, tout de suite, te sentir bien. Et encore une fois, comme on l'a vu, ça va changer ta façon de penser, donc ça va changer ta dynamique émotionnelle et tes comportements et donc tes résultats. Donc vraiment, grande clé, le bien-être, se sentir bien. Et c'est pour ça qu'on lit souvent dans des salons de développement personnel, il y a souvent des stands sur le bien-être, c'est très très lié, prendre soin de soi, se faire du bien, c'est une clé pour réussir, ça te donne de l'amour pour toi-même. Tu brilles aux yeux des autres, regarde bien qu'est-ce qui t'attire chez quelqu'un, qu'est-ce qui rend une femme belle, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle s'aime. Idem pour un homme, qui se respecte, qui s'aime, qui prenne soin de lui. Prends soin de toi et fais passer ton bien-être avant toute chose. Pas celui des voisins, le tien avant toute chose. T'es la personne la plus importante de cette terre et tu pourras pas aider les autres si toi-même t'es pas au top dans ta vie. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Une autre clé que je voulais te donner, plus particulièrement au niveau professionnel. Je pense qu'on est né tous avec des spécificités, avec des talents, avec des forces, et qu'en fait notre mission sur cette terre, c'est d'apporter de la valeur. Et en fait, c'est de prendre ces talents, de capitaliser dessus pour apporter de la valeur à la société. Et pour moi, il y a beaucoup trop de personnes qui ont plein de compétences, mais qui sont pas à leur place dans le sens où ils sont très bons dans leur job, mais ils seront jamais les meilleurs parce qu'ils n'ont pas trouvé ou capitalisé sur leur talent. Pour moi, et c'est pour ça que nous, on se définit dans notre société comme l'accélérateur de talent, on aide les gens à clarifier ce pourquoi ils sont les meilleurs, ce qui les fait vraiment vibrer, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'ils vont gagner à la fin. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de faire le point sur toi, c'est quoi tes forces et surtout c'est quoi tes talents. Il y a les compétences, ça te demande de l'énergie pour faire les choses, mais tu peux devenir bon en travaillant très dur, ça se développe les compétences. Le talent, tu l'as naturellement. Ça veut pas dire qu'il se développe pas, mais tu l'as naturellement. Tu as des prédispositions pour ça. À l'inverse d'une compétence où, exemple, t'es charpentier, t'as appris à être charpentier, tu vas aller bosser tous les jours, peut-être très bien ta charpente, mais ça va quand même te prendre de l'énergie. Alors que demain, tu te passionnes pour la sculpture du bois, tu as un talent pour ça, à chaque fois que tu vas faire une sculpture, même si tu travailles avec des scies et autres, avec les mêmes outils que le charpentier, ça va te mettre en énergie. Ça va te redonner de l'énergie au temps consommé. Moi, par exemple, quand je forme les gens, des fois, je suis en fin de coaching à 11h du soir, on me demande un conseil sur un sujet de formation et là, tu me vois partir au quart de tour, même si j'ai pas dormir, ça me remonte en énergie parce que mon talent, il est là, de transmettre. Donc moi, je t'invite vraiment à trouver tes talents en te posant des questions, finalement, qui sont simples. Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Qu'est-ce qui fait que tes amis parlent de toi de cette façon? Quelles sont les principales qualités qu'on dit de toi? Envoie un message à tes amis et demande-leur, écoute, je suis en train de travailler sur moi, c'est quoi mes 5 forces? C'est quoi pour toi mon talent? Des fois, on a plus de mal à juger qu'à juger les autres, donc utilise la force des autres pour le juger toi et demande à ton entourage qu'est-ce qui fait que tu as un talent, qu'est-ce qui te rend différent, et si tu es entrepreneur encore plus ou freelance, qu'est-ce qui fait que tes clients travaillent avec toi, qu'est-ce qui fait ta grande spécialité, ta grande spécificité, et tu vas pouvoir trouver tes talents. Pose-toi aussi la question de qu'est-ce qui te met en énergie, qu'est-ce qui fait que tu as une distorsion du temps. Quelles activités te procurent tellement de plaisir que tu en oublies le temps. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver tes talents. Et pour moi, c'est hyper important de capitaliser sur tes talents et de servir le monde. Sinon, tu risques d'être dans un job où toute ta vie, tu vas forcer pour faire les choses et puis en plus, tu pourras jamais devenir le meilleur dans quelque chose où t'as pas de talent. Je crois que c'est l'histoire de Beethoven on lui avait demandé comment il avait fait pour apprendre le piano et il disait que lui, il avait pas appris, c'était naturel pour lui. Et en fait, si toi aujourd'hui, tu te lances sur un projet, quelque chose dans lequel tu es plein de compétences, mais t'as pas forcément de talent, déjà, t'auras pas
forcément la passion d'aller jusqu'au bout, tu vas travailler très dur, mais surtout, t'auras beau travailler hyper dur, t'auras le mec, tu sais, on l'a tous eu en cours ça, les mecs qui sont meilleurs en maths que toi, leur talent il est là-dedans. Toi, tu révises comme un dingue, t'es à fond et tout, lui il faut rien, il a 18, toi t'as 7, tu vois. C'est exactement la même chose, il y a des gens, ils ont des prédispositions, ils ont capitalisé dessus et t'auras beau travailler aussi fort que tu veux, tu pourras jamais les rattraper. Mais attention, une personne qui a du talent mais qui fout jamais rien, peut très bien se faire dépasser par quelqu'un qui a beaucoup misé sur ses compétences. En tout cas, moi je t'invite à définir tes forces, tes talents, et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ta voie, le truc qui fait sens pour toi, le truc qui t'anime vraiment, quoi. On parle un peu de connaissance de soi, tout ce travail de développement personnel que tu vas faire au quotidien, le fait d'analyser tes comportements, d'analyser tes actions, d'analyser ce que tu as fait, ça va te donner une meilleure connaissance de toi, de tes peurs, de tes envies, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, de tes talents justement. Et ça va vraiment t'aider à être plus OK avec toi-même, à mieux parler de toi-même, à avoir un vrai message. Et puis ça va aussi t'aider à mieux comprendre les autres. Ça va t'aider à mieux comprendre que on est tous différents et la connaissance de soi, la connaissance de toi-même, de tes forces, de tes faiblesses et autres, ça va t'aider finalement à choisir ta voie, à faire les bonnes choses et autres parce que tu vas te connaître mieux que n'importe qui, tu vas être capable de mieux te vendre, tu vas être capable de mieux décider, tu vas être capable de dire non sur certaines choses, tu vas être capable d'anticiper certaines erreurs que tu peux faire, tu vas même pouvoir avoir l'autodérision après sur certaines de tes erreurs, et c'est un travail qui est important pour changer, de se connaître. Et il y a des choses que tu voudras peut-être pas changer chez toi, qui font partie de ta personnalité, que tu n'as pas envie de changer, mais en tout cas, le développement personnel, c'est vraiment avant tout pour moi un travail de connaissance de soi, du monde, des autres, qui ensuite se décline en petites stratégies, en actions pour améliorer sa vie, pour avoir plus de performance, plus de réussite. Et après, tu as plein de petites techniques. Je t'en ai donné plein des clés dans cet audio, mais après, il y a plein de petites techniques qui sont pas vraiment du développement personnel, mais quand on se met dans cette démarche, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une dynamique, c'est une question de vitesse. Quand tu te mets dans cette démarche de développement personnel, où tu te mets à lire, à te renseigner sur plein de sujets et autres, tu vas apprendre plein de trucs. Et c'est pour moi, pour ça que je dis que ça doit être un état d'esprit et une philosophie de vie bien plus que une passion, une matière où tous les jours je prends ma dose de développement personnel. Non, tu peux, moi hier je lisais un livre de management, j'ai appris par exemple que, tiens on parlait de motivation, pour te motiver, augmente la lumière. Ils ont fait des études, ils ont fait des tests dans certaines usines que la lumière avait un impact sur la motivation au travail et autres. Donc toutes ces petites choses-là, c'est en te mettant dans une dynamique de développement personnel que tu vas pouvoir les acquérir. Enfin, je voudrais finir sur un sujet qui est assez important, on en a parlé un petit peu, c'est le rôle des émotions en fait. On est des êtres émotionnels, on ressent les choses, on n'est pas des avoirs humains ou des fers humains, on est des êtres émotionnels et donc tu vas être amené à traverser différentes émotions plus ou moins agréables ou désagréables dans ton parcours, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, étudiant, que tu ne veuilles pas travailler dans ta vie ou autre, tu vas vivre des émotions et c'est important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur sous le capot. Et c'est encore une fois un des sujets qui est traité en développement personnel. Moi, j'aime pas parler de gestion des émotions parce que les émotions, elles se gèrent pas. On parle d'émotions négatives et positives, mais en fait, c'est une connerie. Il n'y a pas d'émotions négatives. La peur, ça pourrait être négatif, non. C'est l'instinct de survie, ça signale que tu as un besoin de sécurité, ça te sauvait la vie il y a quelques années, et des fois tu vas regarder un film d'horreur au cinéma pour ressentir de la peur. C'est pas négatif, c'est pas très agréable, mais c'est pas négatif. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. La vie, c'est un équilibre. Il faut que tu apprennes à casser cette polarité que tu as tout le temps. Il n'y a pas de hasard, tu attires toujours du négatif au moment où tu projettes du positif, et quand tu es négatif, tu attires l'attention des autres, tu attires du positif, c'est un balancier. Mais en tout cas, c'est un équilibre et je voulais vraiment te dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces émotions dites négatives et pas essayer de les gérer. Une émotion, c'est un message. C'est ton corps qui t'envoie un message, comme je te l'ai dit juste avant, pour que tu te mettes en mouvement vers l'extérieur à travers tes comportements. Et donc, il y a plusieurs types d'émotions, elles ont été catégorisées différemment, un certain nombre par différents professionnels. Moi, je peux te dire que tu peux en retenir deux, en gros. Il y a l'amour et il y a la peur. Dans l'amour, tu auras toutes les émotions qu'on a dites agréables, et dans la peur, les émotions désagréables. Mais en tout cas, le rôle des émotions, c'est de te signaler tes besoins, s'ils sont satisfaits ou pas. Par exemple, si tu es en colère, pourquoi tu te mets en colère ? C'est parce que ton cadre, il n'est pas respecté. Tu as un besoin de cadre, de sécurité, de voir comment fonctionnent les choses. Et quand on pète ton cadre, ça te met en colère parce que t'as jugé que c'était pas la bonne façon de faire les choses par rapport à ta vision du monde. Et du coup, l'inverse de la colère, c'est d'être dans la joie, par exemple. Et la joie, à l'inverse, c'est une émotion,
qui va te rappeler que là, tu es à ta place, que tu te sens bien et que tu es nourri par ce que tu fais. Je peux te donner un autre exemple. Si tu es triste, par exemple, c'est que tu as un sentiment de perte. Tu as perdu quelqu'un, quelque chose, un comportement, et du coup, tu es triste parce que tu as ce sentiment de perte. Regarde un petit peu dans ta vie quand tu es triste, c'est que tu as perdu quelque chose qui était important pour toi. Et en fait, la tristesse va te montrer qu'on t'a enlevé quelque chose dans ta vie qui était important pour toi. Après, des fois, tu peux même être dégoûté. Tu as raté un examen, tu as raté quelque chose, ou tu as perdu ton mec, ta nana. Tu es dégoûté. Le dégoût, c'est un mélange de deux émotions. C'est un mélange entre de la colère, ton cadre il n'est pas respecté, tu voulais pas être quitté par cette personne, et de la tristesse, parce que petit à petit tu te mets à accepter le fait que tu l'as perdu, et donc le mélange de ces deux émotions dites négatives va créer une émotion de dégoût vis-à-vis de toi-même, qui finalement va te rappeler que t'aimes pas du tout ta situation. Donc en fait les émotions, plutôt que d'essayer de les gérer, moi je veux juste te dire qu'il faut que tu écoutes le message. Si t'as peur avant de faire un exposé en cours, par exemple. Le but, c'est pas de se dire, faut pas que j'ai peur, c'est de se dire, c'est quoi le message? Pourquoi j'ai peur? Ah, parce qu'il y a de l'enjeu dessus. Pourquoi il y a de l'enjeu? Parce que c'est super important pour moi. Ah, j'ai compris. C'est parce que c'est important pour moi que j'ai peur. Donc heureusement que j'ai peur, parce que sinon ça voudrait dire que je m'en foutrais. Ça peut être aussi de te dire, je ne suis pas assez préparé pour cet entretien. Donc je vais plus me préparer. Donc écoute le message. Je parlais avant de la tristesse et autres. Là, si je me sens triste parce que j'ai perdu cette personne, c'est qu'elle était importante pour moi. J'aurais peut-être pas dû m'énerver comme ça. Je vais la rappeler et je vais me faire pardonner, par exemple. Et puis, tu as aussi toutes tes émotions positives qui, justement, sont un indicateur que tu es sur la bonne voie. Parce qu'en fait, tes émotions, c'est ta boussole intérieure, finalement. Donc, les moments où tu te sens bien, c'est que ton esprit, il est focalisé sur ce que tu veux. Quand tu te sens extrêmement bien, c'est que ton esprit, il est focalisé sur tes rêves. Donc, pour finaliser un petit peu sur tout ce qu'on a dit depuis le début, sur ta vision, sur tout ça, regarde les moments où tu te sens extrêmement bien. C'est forcément des moments où tu es en train d'utiliser tes talents, où tu es en train de faire ce que tu aimes, où tu es en train de kiffer, où tu es en train d'aller dans la bonne direction. Parce que sinon, tu te sentirais pas bien comme ça. Donc, encore une fois, on parlait de la douleur et du plaisir. Regarde les émotions qui font te sentir bien, les émotions dites positives, l'amour, la joie, la sécurité, toutes ces émotions-là de bien-être, elles te montrent en fait que tu es sur la bonne voie et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et à l'inverse, prends toutes les fois où tu te sens pas bien et va chercher le message derrière l'émotion dite négative pour la transformer en positive en disant « il faut que je change ». Et en fait, tu t'apercevras que tes émotions, c'est ton meilleur allié dans tes projets, dans ta réussite, parce que c'est grâce à l'écoute de ce que tu vis à l'intérieur que tu vas savoir comment tu dois agir à l'extérieur. Sinon, tu n'as pas de boussole. Tu sais pas à quel moment il faut que tu changes, tu sais pas à quel moment il faut que tu arrêtes, tu sais pas à quel moment faut que tu mettes des choses en place. Tu n'aurais aucune façon de savoir entre plusieurs projets lequel est le plus fait pour toi. S'il n'y a pas un moment où quand tu parlais des 3 ou 4 projets que tu avais aux autres, il n'y avait pas un projet plus que les autres qui te mettait dans une réelle joie de vivre en te disant « c'est vraiment ça que je veux faire ». Donc tes émotions, c'est ta boussole. Plutôt que d'essayer de les refuser et d'essayer d'aller à l'encontre pour être que dans le positif, c'est comme mon histoire de tout à l'heure, d'aller dans un jardin avec des belles plantes sans mauvaises herbes. Écoute, accueille-les, écoute et transforme. Je vais quand même te donner une petite clé, un petit outil, parce qu'il y a des fois où on est pris de panique, par des émotions, on se laisse submerger en fait. Et il est important d'être capable de switcher ces émotions. On parle de préparation mentale chez les sportifs de haut niveau. Comment je vais me conditionner en fait pour être dans l'énergie au top du top pour mon prochain match. On peut le faire pour les prises de part en public, on peut le faire pour les examens, on le fait au quotidien. On a tout ce qu'on appelle des ancrages émotionnels. Tu sais, on parle aussi du réflexe de Pavlov qui avait fait un test sur les chiens. On parle aussi de la Madeleine de Proust. Tu sais à quel point ça sent la soupe de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que cette odeur te ramène à une émotion que tu as vécue dans le passé. Et donc, il y a des outils qui existent en préparation mentale pour te préparer à certains événements où tu sais d'avance que tu vas vivre des émotions dites négatives pour te permettre de mieux appréhender l'événement. Alors après, on a tous eu des fois des traumatismes ou des choses comme ça, quand tu as vu un accident de voiture, des choses comme ça. Là, après, c'est d'autres protocoles d'accompagnement et autres en thérapie ou en développement personnel qui peuvent t'aider à switcher les choses. C'est des choses qui ne se font pas de manière
mentales et surtout qui se font pas seuls. Mais en tout cas, il existe aujourd'hui des outils de préparation mentale pour t'aider à pas te laisser submerger par tes émotions. Déjà, ce qu'on a fait au départ, avoir une vision qui t'inspire, ça c'est encore une fois une clé, c'est vraiment important. À chaque moment où ça va pas dans ta vie, tu peux te rappeler que c'est pas grave, c'est qu'un passage, c'est qu'un challenge et qu'en fait les problèmes, ils arrivent pas à nous, ils arrivent pour nous. C'est des cadeaux divins qui nous permettent de prendre de la valeur, d'avancer dans notre vie. Et si on n'avait pas ces problèmes-là, jamais on irait changer à l'intérieur certaines croyances, certaines valeurs, certains comportements. Et d'avoir cette vision-là du futur et te dire, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça va déjà t'aider à ne pas te laisser submerger par l'instant présent et à te rappeler qu'en fait, quoi qu'il arrive, au final, tu t'en sors quasiment toujours bien, malgré que tu as anticipé négativement les choses et que l'avenir va être meilleur, que le meilleur reste à venir. Sinon, ce que tu peux faire, c'est te préparer avant tes événements, en te recentrant sur toi et en te remettant dans la même émotion qu'une situation que tu as vécue. Par exemple, un sportif de haut niveau, quand on va le préparer mentalement pour les pénaltys, il va se remémorer. Et tu te rappelles, les pensées impactent tes émotions, tes comportements et tes résultats. Il va se remettre dans le même état d'esprit que la fois où il était un vrai tueur pour ce match. Il va se poser et le fait de penser et de revivre émotionnellement, mentalement, à l'intérieur de lui, les choses, il va se reconditionner, il va changer son émotion. C'est ça la clé, c'est que tu peux changer d'émotion. Donc c'est soit tu te bases sur ton avenir, avec des choses qui te motivent pour te dire ça va bien se passer et tu arrives à switcher, soit tu te sers de ton passé, des moments où tu étais au top du top, et le fait d'y repenser, de remettre ton attention, de revivre la situation à l'intérieur de toi, de remettre ton attention sur avec qui tu étais, les sons que tu as entendus, comment tu te tenais et autres, ça va t'aider à te remettre dans la même dynamique, dans la même énergie que cette fois-là. Et ça va pouvoir t'aider à réussir le challenge que tu as devant toi. Ce que tu peux faire de manière toute simple, si tu as un peu du mal à visualiser les choses ou à revivre certaines choses, moi ce que je conseille tout simplement aux gens que j'accompagne et principalement aux jeunes qui ont toujours des écouteurs dans les oreilles, fais-toi une playlist de musique qui te mettent dans une énergie de dingue. Une playlist où tu as des musiques motivantes, des musiques qui te donnent une émotion de gratitude, des musiques qui te donnent envie de faire des choses. Fais-toi une playlist de musique, de vidéos, de petites choses comme ça qui vont être pour le coup des petites pilules magiques pour qu'en cas de coup dur, quand tu sens que tu te fais submerger par tes émotions ou même quand tu as un événement important, encore une fois, le matin, tu vas te mettre cette playlist, ça va t'aider à te sentir bien, à être dans la bonne énergie et donc tu vas mettre les bonnes choses en place. Il y a plein de stratégies qui existent pour transformer ces émotions, pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre, pour mieux les comprendre. Moi, c'est pas forcément ma spécialité, même si j'ai pas mal étudié le sujet. Mais en tout cas, c'est important que tu prennes conscience qu'il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif et qu'il faut que tu écoutes le message et au mieux que tu arrives à le transformer. Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont conditionner ton état émotionnel. Il y a déjà la gestion de tes pensées, comme on l'a vu au départ. Il y a ton environnement, comme on l'a vu, ce que vont dire les autres de toi, le lieu dans lequel tu es, la façon dont les gens te regardent et autres, ça va impacter tes émotions. Il y a ta posture physique, on parlait d'énergie tout à l'heure, donc il y a plusieurs choses qui vont impacter ton état émotionnel. Comme on l'a vu dès le départ, tes pensées, ce à quoi tu es en train de penser, forcément, ça impacte ton état émotionnel, en bien ou en moins bien. Ton environnement, on l'a vu aussi, les mots que tu entends tous les jours, le contenu que tu écoutes, jette ta télévision, ça va pas t'aider à te sentir bien. Les malheurs du monde, les guerres, les choses, je dis pas qu'il faut pas s'informer, mais c'est du contenu qui est négatif et qui va pas te mettre dans la bonne émotion. Écoute du contenu qui t'inspire, traîne avec des gens qui te tirent vers le haut, qui te valorisent, trouve des mentors, prends un coach si tu en as besoin pour accélérer, mais en tout cas, l'environnement va avoir un impact sur tes émotions. Ta posture physique, on parlait d'énergie dans ce podcast, regarde la différence, comment tu te tiens, l'impact que ça a sur tes émotions. Et exercice tout simple, essaye quand tu vas pas bien de sourire, force-toi à sourire, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens mieux à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre en même temps deux émotions contradictoires. Tu peux pas d'un côté sourire et à l'intérieur tirer la gueule. Sauf bien sûr quand tu fais semblant, quand tu arrives par politesse et autres. Mais en souriant, si t'es pas bien, tu vas conditionner ton corps à se sentir bien et tu vas impacter ton état émotionnel. Ta posture, tiens-toi droit, fais en sorte de bien respirer, que ton sang il circule correctement et autres. Si t'es tout recroquevillé sur toi-même, que t'as le plexus solaire, tu sais cette partie qu'on a là au niveau du torse, qui est rempli de terminaisons nerveuses et autres, qui te permet de rayonner, s'il est tout fermé et autres, forcément ton état émotionnel,
il empathie par rapport à ça. À l'inverse, quand tu te sens bien, que tu tiens droit, que tu respires correctement et autres, et tout de suite, t'impactes tes émotions, tu te donnes de l'énergie, tu te donnes de la motivation. Ça va beaucoup impacter ton état émotionnel. Donc, les pensées que tu as, l'environnement que tu as autour de toi, ta posture, c'est vraiment ça qui va le plus impacter tes émotions. Après, il y a des jours où ça va pas, on sait pas pourquoi, et c'est là où c'est intéressant d'aller chercher le message qu'il y a derrière. Mais en tout cas, avec ces petits exercices que je te donne, ces petits outils, ces petites techniques, tu vas pouvoir changer ton état d'esprit, donc ton état émotionnel, et je doute pas que ça va avoir une grande incidence sur tes résultats et tes comportements. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui parce que je pense que je pourrais parler à peu près 3000 heures de développement personnel et te donner des milliers de techniques, de stratégies et autres, mais je pense pas que ce soit très utile. Mais là, Mais aujourd'hui, le but de ce podcast, c'était déjà de te faire part de mon avis sur le développement personnel, te donner envie de t'y intéresser et puis de te résumer certaines stratégies, certaines façons de se comporter, d'agir, qui peuvent t'aider à changer ta vie, à réussir tes projets. Donc je le résume très rapidement. On a vu que c'était important d'avoir une vision qui t'inspire, d'avoir une direction avec des objectifs et des actions précises à mettre en place pour les atteindre, d'avoir un petit peu ce plan-là pour avancer au quotidien. On a vu l'impact de nos pensées sur notre énergie, sur nos comportements, sur nos émotions et donc sur nos résultats, et que c'était hyper important de penser positivement à ce que tu voulais, qu'il fallait une bonne gestion mentale et arrêter de se maltraiter tout seul. Les autres le font bien assez bien, se parler positivement. Tu sais, c'est un peu la méthode Coué, j'aurais pu en parler, mais ce sera pour un prochain podcast. On a vu aussi que c'était important pour développer sa confiance en soi et autres, de se dépasser au quotidien pour être fier de soi, et qu'au final la confiance en soi c'était pas une fatalité, c'était qu'une croyance et qu'il appartient à tout le monde de la développer dans chacun de ces domaines. On a vu la force de l'habitude et comment tu pouvais faire pour te créer des habitudes, pour gagner en énergie, gagner du temps et mieux réussir, mieux t'organiser. On a vu l'impact de l'environnement sur ton épigénétique et à quel point c'est important de t'entourer de personnes qui ont les mêmes rêves que toi, les mêmes objectifs que toi et qui se challengent dans la même direction que toi pour avancer ensemble. On a parlé un peu de loi d'attraction sans rentrer dans le côté trop spirituel, et moi je t'ai expliqué ma vision par rapport à ça et que c'était important de vibrer une bonne énergie pour attirer les choses et que c'était principalement tes pensées qui étaient le point de départ de tes émotions, C'était un peu tes pensées qui étaient le point de départ de tes émotions et donc de tes comportements et de tes résultats. On a vu aussi que c'était important de définir ses forces, ses talents pour pouvoir capitaliser dessus. On a vu que les relations étaient des opportunités et que c'était vraiment quelque chose à développer, cette capacité à s'intéresser aux gens, à mieux communiquer avec les autres, à comprendre leurs besoins, autant dans le business qu'à titre personnel. On a parlé de modélisation et comment tu pouvais aller t'inspirer de certains mentors pour gagner du temps et avancer plus vite. On a vu un petit peu aussi l'art On a vu aussi que c'était très important d'être dans le bien-être. Et enfin, je t'ai parlé un petit peu de la motivation, du bien-être et surtout qu'est-ce que sont les émotions et comment tu pouvais faire pour transformer ton état émotionnel au quotidien, pour être mieux dans ta vie et pour passer à l'action de manière plus sereine avec une meilleure énergie. On a vu quelques petites clés pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, mais c'était pas du tout le but de ce podcast. Donc voilà, je pourrais aller plus loin dans ce podcast, mais ça fait déjà plus d'1 heure que je cause et du coup, je te laisserai me faire part de tes commentaires s'il y a des clés qui t'ont servi, si tu as envie que je développe certains sujets, s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord avec moi aussi, bien entendu, tu peux le signaler dans les commentaires, ça me fera très plaisir de débattre avec toi sur ce sujet. En tout cas, moi, si tu n'as qu'un message à retenir de mon podcast, c'est que c'est hyper important d'investir sur soi pour prendre de la valeur, de se former, de lire, de se cultiver, de mieux se connaître. C'est vraiment une dynamique, c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas la peine de chercher des clés de réussite, des stratégies miracles. Il y a des raccourcis, il y a des choses pour gagner du temps. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important de se développer et l'aventure est beaucoup plus importante finalement que le résultat. S'il y a des sujets que tu as envie que je traite en vidéo ou en podcast, tu peux m'envoyer un mail aussi directement et je me ferai un plaisir de te répondre en vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. La semaine prochaine, je partagerai le premier podcast des ambitieux où on parlera de comment se lancer dans la vie active et plus précisément comment se lancer dans la vie qui t'active, la vie qui te motive. D'ici là, je t'invite à commencer à mettre en place ces concepts dans ta vie, à voir le résultat que ça peut avoir. Ça ne te coûte rien d'essayer, ça ne te coûte rien d'aller te renseigner sur le développement personnel. Et si tu es déjà dans cette dynamique,
Peu importe l'âge que tu as, je te félicite vraiment parce que c'est super important d'investir sur soi et c'est comme ça que tu vas réussir à accélérer tes résultats, à devenir meilleur et à réaliser tes projets. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast et d'ici là, je te souhaite bonne continuation dans tes projets et surtout, lance-toi dans la vie qui t'active. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.